Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique pour un épisode tout à fait particulier. Comment ça va, Roman? Ça va très bien, d'autant plus que l'épisode est un peu spécial aujourd'hui. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Alors comme annoncé, nous allons effectivement procéder à une forme de bilan de cette foutue année 2025 qui vient de s'écouler. Alors, si vous avez suivi nos différentes actualités, avant que nous entrions vraiment dans le dur de l'épisode du jour, vous aurez pu voir que sur nos différents réseaux, sur nos différentes plateformes à chaque fois, on a commencé à être beaucoup plus actifs, beaucoup plus présents, notamment sur des formats plus courts, sur des formats tout à fait différents que ce que vous pouvez avoir l'habitude de nous entendre dire ici, notamment différents de longs formats de 4 heures que nous avons déjà pu faire. Mais voilà, donc nous invitons évidemment à consulter ces différents réseaux, ces différentes plateformes, ces différents moyens de communication afin de pouvoir voir quels sont peut-être nos avis sur d'autres films, des petites blagues par-ci par-là, d'autres choses, moi qui déblatère mille et une bêtises sur mille et un films différents. Bref, nous vous invitons évidemment à vous rendre là-bas pour d'autres aventures. En ce qui nous concerne, pour l'épisode du jour, qui est tout à fait important, eh bien, on va tout simplement procéder à, non pas comme l'année dernière, si nous avions pu faire un classement de but en blanc sur Non, tous les c'était films. il y a 2 ans, ça. 2 ans, pardon. Le temps passe. Le classement de but en blanc sur tous les films sortis au cours de l'année dernière, puisque c'est peut-être pas une année qui s'y prête. On va pouvoir commencer par ça avant d'aller vraiment dans notre idée principale, qui est de faire une sorte de notre petit Oscar à nous, quelque part, notre petite cérémonie, notre petit crâne d'or, comme nous l'avons appelé, sur les différents films d'horreur et films fantastiques de l'année 2025. Quelle a été notre performance d'acteur préférée, quel a été notre kill préféré, quels ont été nos plus beaux effets gore, quelle a été la meilleure musique selon nous, quel a été notre film d'horreur ou fantastique préféré de l'année, vous allez tout savoir maintenant. Alors, en préambule de ça, Roman, pour toi l'année 2025, en cinéma général et plus précisément en cinéma fantastique, c'est quoi? Alors, c'est une année qui a eu des très hauts, on va pas se mentir. Moi, dans mes très hauts, j'ai évidemment Avatar Moult 3. propositions que nous retrouverons dans l'épisode. Moult, mais pour ne pas citer l'horreur tout de suite, j'ai évidemment Avatar 3. Je pense comme toi aussi, qui est dans mon haut du panier de l'année. J'ai, alors contrairement à toi, le Superman de James Gunn, par exemple. Que je déteste pas, mais qui je trouve n'est pas à la hauteur de toute la déférence qu'il peut y avoir devant la proposition. Mais c'est vrai que c'est une année qui a eu des très hauts et aussi des très bas et a surtout eu des standards plus moyens qu'à l'accoutumée, j'ai envie de dire. Je pense que c'est ton ressenti aussi. Bah, moi je vais donner mon avis après. Je sais que je suis beaucoup plus sévère que toi sur ce sujet-là. Mais oui, pour ne pas parler d'horreur immédiatement, c'est une année qui oui, a eu quelques envolées, mais a aussi eu des très bas. Bref, on en parlera en temps et lieu, mais on vous parlera de ce qu'on pense aussi des films d'horreur, parce que c'est sur ça que va se centrer cette édition, contrairement à notre bilan qu'on avait fait en 2024, du coup sur les films de 2023, où là on traitait de tout le cinéma de genre, donc horreur, fantastique, science-fiction, bref, même un peu d'action, t'avais parlé de Vikram par exemple, N'est-ce pas? mais non, là on est spécialisé... De Salar. de Salar. De Salar, Salar avec Salar. Prabhas. Mais là on est focalisé horreur du coup, et donc l'horreur on y viendra en temps et lieu. Toi du coup, pour cette année 2025 en général. Bah globalement c'est une année de merde. C'est une année que je trouve être de merde sur plein de choses. C'est une année dont bah, à nouveau, c'est pas nouveau, on a nos takes politiques sur ce podcast-là, c'est une année où je trouve qui témoigne d'une ambiance de merde, qui témoigne d'une espèce de tension globale dans l'air, que rien n'arrive ni à briser ni à détendre, et qui se retranscrit dans les films qui, si effectivement la take peut aller vers le A, il y a du très haut, il y a aussi du très bas, mais il y a aussi du très haut quand même, bah moi au global pas grand-chose, j'ai vraiment pas grand-chose qui m'a mis une vraie claque. J'aimerais dire que j'ai été séduit par mille et une choses, mais la vérité c'est que ce n'est pas le cas. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Évidemment, comme toutes les années, ce serait très injuste de dire que tout est à jeter, mais je trouve qu'au global, c'est une année qui est finalement assez pauvre, la faute à un cinéma qui a un peu de mal à se réinventer dans le fond, dans la forme, qui arrive à aller vers des choses plus intéressantes, on va évidemment en parler dans l'épisode à venir, mais qui, moi, me laisse au global sur ma faim, et pas que aux États-Unis, même avec ce qu'il y a en Inde, c'est-à-dire que moi, les deux films indiens que j'attendais le plus cette année, c'était Coolie et War 2. Alors, Sorti le même jour d'ailleurs. sortis le même jour, alors qu'ils sont pas du tout des films très fins ou des gros films d'auteur, mais Maharaja, sorti cette année ou l'année dernière ou l'année d'avant? C'était l'année d'avant, Maharaja. Bah dommage, j'aurais pu le mettre dedans, que là pour le coup j'ai adoré, mais Coolie, qui a été une de mes grosses attentes par un de mes réalisateurs préférés, j'ai été
très déçu, même si le film, tout n'est pas à jeter, mais au global, le film est vraiment, je trouve, en deçà de ce qu'on était en droit de s'attendre. Et War 2, quand bien même je l'aime beaucoup, difficile de fermer les yeux sur quand même ses innombrables défauts, notamment les innombrables défauts de sa facture technique. Et si jamais je vais sur les deux genres que je regarde le plus, à savoir le cinéma d'action et le cinéma d'horreur, tout ce qui est du cinéma d'horreur, on va en parler, même si, spoiler, lors des sélections, j'étais pas hyper compliqué, parce que globalement, j'étais très déçu de cette année 2025, mais qui, à nouveau, je trouve, témoigne peut-être de la crispation ambiante qu'il peut y avoir autour de moult thématiques sociales, politiques, enfin, sociétales, politiques et humaines. Globalement, voilà, le cinéma d'horreur m'a déçu, et même si je prends le cinéma d'action, il y a eu des films que j'ai beaucoup aimés. Il y a eu Havok de Gareth Evans, Oui. qui est sorti, mais qui est peut-être son moins bon film, sorti de Meranto, parce que le film surnage par des scènes d'action toujours absolument dingues, parce que c'est Gareth Evans qui est accompagné de son équipe habituelle, mais je trouve c'est vraiment en deçà de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Il y a eu d'autres films d'action que j'ai bien aimés, je peux les nommer. Voilà, il y a eu Eye for an Eye 2, donc, qui s'appelle Blind Vengeance, je crois, dans sa langue originale. Il y a eu Sisu 2, qui techniquement est sorti l'année dernière, Oui. que j'ai plutôt apprécié aussi. Il y a eu The Prosecutor, Balle perdue 3. T'avais été voir Creation of the Gods 2? Creation, non, toujours pas, mais on m'en a dit beaucoup de bien. T'étais en Inde quand il est sorti, c'est vrai. Exactement. Ouais. Mais on m'en a dit beaucoup de bien. Mais Des A2. En termes d'action, des des A2, A2. effectivement. Mais ça témoigne que c'est plus du tout. Genre, c'est la première année où il y a rien d'américain qui vraiment, même pas m'impressionne, mais juste me plaît. Parce que le film américain de cette année d'action, c'était Ballerina. Et bon, j'estime qu'on peut mériter mieux que ça, même si je prends d'autres films que j'ai bien aimés, là je suis sur une liste rapide, mais voilà, je prends Predator Badlands, bon, je trouvais ça sympa sans plus, le dernier Mission Impossible, pareil, c'était sympa sans plus, Novocaine que j'ai rattrapé après, perso, c'est pas trop mon truc, le film est pas détestable du tout, à nouveau, rien de tout ça n'est détestable, mais juste, tout est dans cette espèce de milieu un peu tiède qui me fait lâcher un ou deux sourires, sans vraiment m'emporter. Nobody 2, pareil, si je trouve Nobody 2 quand même un peu moins bien. Et finalement, c'est paradoxal à dire, mais un des seuls films d'action américains. Non, si on compte Naked Gun comme un film d'action, C'est vrai. techniquement c'est dedans. Mais un des seuls films. La blague sur O.J. Simpson. Fabuleuse. Fabuleuse Mais blague. un des seuls films d'action qui m'a vraiment séduit cette année, et je suis le premier surpris de dire ça, c'est les 20 premières minutes du fantastique First Steps. First Steps de Marvel. Je trouve les 20 premières minutes fabuleuses. Après, fabuleuses, très solide. Après, voilà, c'est. Globalement, j'étais en disette cette année, année difficile, année très longue. La faute à plein de choses, mais je vais d'abord accuser Macron. Et Comme de tous. voilà, et on se retrouve en cette fin d'année pour parler de tous ces films. Alors évidemment, il y a du bon, il y a même du très bon, voire de l'excellent. Mais j'espère que pour 2026 sera mieux. Pour l'instant, 2026 a quelques saillies sympathiques. Rien qui ne soit vraiment encore de, de taille à provoquer chez moi une admiration béante, mais je ne perds pas espoir, je l'espère. Evil Dead Burn arrive, le prochain film de Damian McCarthy arrive, They Will Kill You, et à l'heure où nous parlons, est sorti aujourd'hui, et on y croit. Bref, Disclosure Day arrive. voilà, Disclosure Day arrive, on a Odyssey aussi. On y croit, on veut y croire, surtout. Bref, je propose que nous démarrions sans plus tarder. Alors, donc, petit préambule. C'est une remise de prix centrée sur le cinéma d'horreur sorti en France en 2025. Très bien vu. C'est-à-dire que les films passés en festival en France mais qui n'ont pas eu de sortie officielle française en 2025 ne comptent pas. Donc c'est là que nous disons au revoir à Desgasme 2, Apopheniax, Silence. Bah, nous, on vous renvoie à nos épisodes sur les différents festivals que nous avons couverts durant la fin d'année dernière pour comprendre quels sont les films qui, a fortiori, ne seront pas présents dans ces sélections. C'est ça, même Je suis Frankelda ou les films juste sortis à l'étranger. Donc c'est là que nous disons au revoir évidemment à VHS Halloween. Et c'est bien dommage. Ouais. C'est bien dommage. Ouais. Mais à part ça, du coup, nous sommes sur la première édition des Fantasticast Horror Awards. Les skulls d'or. A noter que la sélection était extrêmement large, j'ai plus le nombre exact en tête, mais on devait bien avoir 60-70 films au total. Je te dis ça. 60-70 films qui, certains étaient peut-être finalement hors sujet, certains valaient la peine, mais c'était très dur d'en choisir d'autres, mais nous avons finalement pu retirer la substantifique moelle
de ce qui s'est fait en horreur cette année. En tout cas, selon nous, on espère évidemment que ces sélections vous conviendront et que nos choix, peut-être, vous plairont. Et s'ils ne vous plaisent pas, évidemment, nous vous invitons à nous le dire. Si j'enlève ceux qui sont hors sujet, on avait un corpus, alors je sais pas si tous les deux on a tous vu au moins un des films. On se débrouillait à chaque fois pour rattraper, en tout cas pour être en organisation commune sur ce gros projet. C'est ça. Pour vous dire, on avait un Google Doc ordre alphabétique, il commençait par le début, je commençais par la fin, Ouais. et On a revenait pu le se milieu. retrouver à mi-chemin. On avait 83 films. Voilà. C'était pas mal. Voilà, autant vous dire qu'on a digué. Bref, démarrons sans plus tarder. Première catégorie, quelle est-elle? Première catégorie, eh bien nous allons démarrons de façon plutôt traditionnelle finalement, avec le trophée de la meilleure actrice pour ces petits Scull d'or 2026, enfin 2026. Oui. Alors, nommée dans la meilleure actrice, nous avons donc retenu 5 propositions dans chaque catégorie, sauf une. Deux. Il y aura 5 propositions, évidemment. À la fin, nous vous dirons quel était notre meilleur film et notre pire film. Nous invitons à rester jusqu'au bout. Donc, les 5 actrices gardées pour la meilleure performance dans un premier rôle, meilleure performance féminine dans un premier rôle dans un film d'horreur sorti en 2025. Nous avons donc retenu, puis-je te laisser dévoiler quelle est la sélection. Donc nous avons Léa Mirren pour The Ugly Stepsister, Sally Hawkins pour Substitution Bringer Back, Sophie Thatcher pour Compagnon, Melissa Boros pour Alpha et Alison Brie pour Together. Pour défendre rapidement quels sont ces différents films, alors Ugly Stepsister était la réinterprétation glauque, chelou, gothique, bizarre de Cendrillon, qui est sorti en début d'été, à peu près, qui avait une sortie très limitée, mais que nous vous invitons ô combien à rattraper. C'était un film vraiment chouette, passablement traumatisant sur certains aspects, qui est très froid, vraiment mal aimable, mais qui repose en très grande partie sur les épaules de son actrice principale, à savoir Léa Mirren, pour réussir à en sortir un récit qui est à la fois d'une grande beauté et en même temps d'une énorme force de frappe, possiblement traumatique. Bref, c'était un grand coup de cœur. Est-ce que je peux te laisser parler de Sally Hawkins dans Bringer Back ? Ouais, alors juste avant, on tient à saluer, si elle écoute cet épisode, à saluer Blanche, du coup, qui était l'attachée de presse du film, et que nous avons rencontrée, du coup, sur le PIF, puisqu'elle était l'attachée de presse du PIF, et qui est celle qui nous a organisé l'interview avec Chris Mars-Piliero, disponible sur YouTube, évidemment, on vous y renvoie. Encore merci. Est-ce que je peux te laisser parler de Sally Hawkins dans Bringer Back ? Sally Hawkins, alors qui a un rôle assez complexe parce que avec un double jeu assez clair. Évidemment, je vais pas spoiler l'intrigue de Bringer Back, même si je pense que nous vous invitons tous à l'avoir vu, évidemment. Évidemment, et surtout plus l'épisode avancera, plus on vous révélera des choses sur le film, puisqu'il sera nommé dans X ou Y catégorie, donc ça révélera forcément. Mais Sally Hawkins, c'était pour moi un petit choc. Moi qui étais habitué à la voir récemment, soit dans des films où elle avait un rôle nettement plus positif, comme La Forme de l'eau de... C'est la maman dans Paddington. Voilà, c'est ça, j'allais y dire juste après. C'est-à-dire que pour moi, Sally Hawkins, c'est la maman de Paddington, quoi. Et la voir dans ce registre, c'était absolument désarçonnant. Et c'est là où elle a énormément brillé, notamment par cette espèce d'apparente douceur qui est évidemment twistée et torturée après. Qui en plus propose un jeu assez particulier sur ce qu'elle dégage même en tant qu'actrice dans les autres rôles, où on peut la connaître. Donc, il y avait ensuite Sophie Thatcher, qui était donc l'actrice principale de Compagnon, qui était cette nouvelle proposition de l'écurie derrière Barbare et cette année derrière Weapons, peut-être que nous retrouverons peut-être dans le classement, qui donc sait. produit par Traeger. Exactement, produit par Traeger, non pas réalisé par lui-même, mais qui était cette variation autour du sujet de l'androïde, qui en plus allait jouer un peu avec la figure la figure un peu incel, de ce que ça peut dégager. Bref, nous l'avons sélectionné notamment par sa capacité à être à la fois une figure extrêmement fragile, extrêmement victime finalement, qui va vraiment véritablement subir le récit dans sa première partie, avant de totalement twister et d'emmener le film avec elle, puisque le film va totalement suivre l'évolution en premier lieu de son personnage dans la deuxième partie. Ensuite, on avait donc Melissa Boros pour son rôle dans Alpha de Julia Ducournau. Alors, Alpha, film qui a fait couler beaucoup d'encre virtuelle, notamment beaucoup de touches de clavier, disons-nous, mais qui était un film, une espèce de réécriture autour du sida par le biais du body horror, et qui traitait aussi également beaucoup de pauvreté, de comment on s'intègre dans une société quand on est perçu comme étranger. Bref, énormément d'aspects. Le film est très riche, le film est peut-être
un peu trop bordélique pour son propre bien aussi, on nous y reviendrons, mais en fait, nous ne sommes pas là pour parler de l'histoire ou même de la réelle du Cournot, Pas encore. pas encore, mais nous sommes là pour parler donc de Mélissa Boros qui... Qui était sur une des photos de communication du film par ailleurs. c'est ça, Si je ne me trompe pas, vous voyez, vous pouvez voir ça. avec une espèce de tempête de poussière. Voilà. Et Mélissa Boros qui a su tout au long du film délivrer un jeu à la fois très doux et en même temps très partagé entre justement cette espèce d'innocence de l'enfance, l'incompréhension de ce qui se passe et une espèce d'angoisse aussi forcément. Donc voilà, Mélissa Boros, c'était une de nos solides candidates pour l'année. Et enfin, Alison Brie, donc dans Together, la femme de Dave Franco, qui est son partenaire à l'écran dans le film, que nous avons gardé pour la façon dont elle transpose sa relation à la vie dans ce récit tout à fait particulier qu'est Together, loin d'être parfait, mais qui arrive à s'introduire de façon assez inattendue, voire presque... presque malvenue dans leur relation de couple de tous les jours. Nous l'avons gardé parce que le récit repose en grande partie sur sa sensibilité à elle. En effet, son partenaire Dave Franco à la vie et dans le film encore une fois n'est clairement pas la clé de voûte du long métrage, le vrai cœur émotionnel et narratif du récit. C'est elle, c'est sur elle que repose toute la narration du film, et notamment la façon dont le film va basculer petit à petit dans l'horreur. Notamment parce que c'est le personnage le plus décisionnaire du film. Exactement. Bref, quelle est l'actrice que nous avons retenue pour ce prix pour l'interprétation féminine dans un premier rôle pour cette première édition des Skulls d'Or? L'actrice qui obtient donc le Skull d'or, le crâne d'or, on s'est pas arrêté sur un... Le dos, on n'a pas encore de nom, on verra. Disons le Skull pour l'instant. Et donc, Le Skull d'or des Fantasticast Horror Awards est attribué à Sally Hawkins pour substitution Bringerback. Dans la substitution Bringerback des frères Philippou, voilà, le premier trophée est attribué. Que d'émotion. Passons à la suite. À la suite, donc nous avons... l'actrice dans un second rôle. On a toujours 5 actrices. Alors, la première à laquelle nous avons donné, alors déjà un nouveau film, Amy Madigan. Dans Evanouille, je peux te laisser en parler puisque c'est ton crush de l'année. Alors c'est vrai que c'était vraiment celle sur laquelle je misais et force est de constater que les Oscars ont eu la même vision puisque c'est eux qui ont donné donc l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle à Amy Madigan, ce qui est quand même assez... Qui a récupéré son trophée en courant comme dans le film. Ce qui est assez remarquable déjà pour un film d'horreur d'avoir un tel Oscar. Mais Amy Madigan, qui en plus apparaît assez tardivement dans le film, mais qui a une espèce de présence tant visuelle que par le jeu. Le fameux syndrome Hannibal Lecter, j'apparais peu mais je marque tout le monde. Oui, mais au-delà d'apparaître peu, elle apparaît tard. Là où Hannibal apparaît assez tôt. Mais il y a ce côté déjà très excentrique, et que ce soit par le maquillage, par cette façon de jouer, mais bref, Amy Madigan, c'est pour nous donc une des bonnes candidates pour cette année. Et je suis très content de récupérer la deuxième personne dans cette catégorie, puisque nous avons également nommé Hailey Steinfeld dans Sinners, pour un rôle qui nous a beaucoup surpris, étant donné que Hailey Steinfeld, jusque-là, n'est pas une actrice que nous adorions, n'est pas une actrice que nous connaissions, mais qui nous avait pas particulièrement marqué, non pas par une absence de qualité de jeu de sa part, mais par une absence de rôle véritablement transcendant, marquant, détonnant dans sa filmographie, qui était jusque-là, la filmographie et la carrière, si je peux m'étendre sur sa carrière musicale, très classique d'un enfant de Disney Channel. Et ici, d'un coup, on se retrouve face à un rôle beaucoup plus punk, beaucoup plus rentre-dedans, assez, de façon étonnante, mais assez cul par moment, sur plusieurs aspects. Bref, nous avons retenu Hailey Steinfeld dans Sinners. La suivante, et nous tenions à mettre aussi la lumière sur cette actrice, Sora Wong, dans Substitution Bring Her Back, donc toujours des frères Philippou. Sora Wong, donc, qui est la petite fille dans le film, qui est vraiment malvoyante dans la vraie vie, d'ailleurs. Donc mettons aussi la lumière sur les acteurs et actrices en situation de handicap, parce que, évidemment il faut. Au-delà de ça, c'est pas pour ça évidemment qu'on l'a choisi, mais parce que elle dégage une espèce de sensibilité, encore une fois. On parle beaucoup de sensibilité, mais alors pour le coup, c'est pas que question de féminine, on parlera aussi de sensibilité pour les acteurs nommés. Bien sûr. Mais elle dégage cette espèce de sensibilité, de fragilité aussi liée à son âge, forcément. Mais en même temps qui a des réactions très, très étonnantes, notamment en termes de qualité de jeu, pour certaines scènes. Et Sora Wong, c'était, encore une fois, très solide cette année. Après ça, nous avons donc également sélectionné Anne Edal Thorpe, j'espère ne pas écorcher son nom,
pour The Ugly Stepsisters, si effectivement la majorité du récit, comme je l'ai dit juste avant, est portée par Léa Mirren, il ne faut pas oublier cette magnifique actrice dans un second rôle qui arrive également à apporter une touche tout à fait sensible et à la fois très détonnante avec ce que proposait Léa Mirren. Bref, Ugly Stepsisters déjà dans 2 catégories, Je suis joie, et la troisième qui était une de tes favorites pour le prix. Une de mes favorites qui était Golshifteh Farahani dans Alpha de Ducournau. On en parlait tout à l'heure avec Melissa Boros, mais pour moi, Alpha brille surtout par son casting. Spoiler, c'est pas la dernière fois qu'on parlera d'Alpha. Bien sûr. Mais voilà, Golshifteh Farahani, qui est peut-être une des plus grandes actrices qu'on ait à l'heure actuelle en France. De très loin. Et qui, comme à son habitude, ne déçoit pas. c'est ça, et qui a cette espèce de mélange entre sœur à la fois inquiète et en colère envers son frère, pour sa situation, son état de vie, qu'est-ce qu'il fait de lui-même, et à la fois apeuré pour sa fille. C'est un rôle qui est magnifique, et où elle brille évidemment. Et à qui a donc remis le prix, le trophée sur la meilleure performance d'actrice dans un second rôle pour cette cérémonie? Le Skull d'or de la meilleure actrice dans un second rôle va à Golshifteh Farahani pour Alpha. Pour notamment la félicité d'à quel point elle arrive à porter à elle seule ce récit qui est pas facile à porter, notamment qui est alourdi par de multiples, tantôt des métaphores un peu lourdingues, tantôt des idées qui sont extrêmement intéressantes mais très casse-gueule, et qui arrive toujours à le ramener à taille humaine, à son échelle, non seulement par sa performance mais également par la façon dont elle caractérise à elle seule l'ensemble de la narration. Bref, c'est de loin une très 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 belle performance. On passe tout de suite au trophée de masculin, les acteurs. Passons au meilleur acteur, et on va commencer avec par Michael B. Jordan dans Sinners, dans un double rôle, Smoke et Stax. Alors, qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit sur ce film finalement? Alors, Sinners, évidemment, le film d'horreur de cette année, le film le plus populaire, qui a fait couler le plus d'encre, qui a fait le plus de bruit. Ce n'est pas la dernière fois que nous en reparlerons. Et voilà, finalement, Michael B. Jordan, je pense qu'une des raisons qui nous a poussé à le garder également, c'est la façon dont nous savions à quel point c'était un acteur qui était toujours extrêmement déterminé, extrêmement impliqué, extrêmement talentueux, n'en doutez pas, mais c'est la première fois qu'on le voit aussi complet dans la panel de jeux qu'il peut proposer à l'écran, que ce soit dans la façon dont il va décrire ses émotions, la façon dont il va interpréter certaines scènes d'action, ou d'autres, notamment des scènes de danse. Bref, la performance qu'il propose dans Smoke et Stax, c'est non seulement une vraie performance d'acteur, à la fois saisissante, puissante et convaincante, mais c'est également une vraie profession de foi de la façon dont lui-même conçoit son propre métier d'acteur, à cheval entre dévotion artistique et implication physique. Et au-delà de ça, c'est vrai que, je vais en parler vite fait, Michael B. Jordan s'est récemment illustré en réalisation, parce que, on en parle pas beaucoup, mais donc c'est lui qui avait réalisé Creed 3, et ce qui montre aussi son stade d'implication. Alors Creed 3 avait quelques instants de fulgurance, notamment beaucoup de références à l'animation japonaise pour ce qui est des scènes de boxe. Et juste, voilà, pour parler de l'implication de Michael B. Jordan, allez voir Creed 3. C'est un passionné. Oui. Donc en deuxième, Jacob Elordi dans son rôle de la créature dans Frankenstein de Guillermo del Toro. Alors, Jacob Elordi, c'est un mec dont le premier rôle un tout petit peu marquant, du moins pour le public Netflix, a été Kissing Booth, qui était pas bien du tout, mais qui s'est illustré l'année d'après dans Euphoria, qui deviendra un événement générationnel absolument remarquable. Enfin, je veux dire, Euphoria en termes d'impact, c'est quand même colossal, notamment sur son public. Et donc, qui interprète cette créature. Alors, il devait pas avoir le rôle à la base, ça devait être Andrew Garfield, mais pour le mieux ou pour le moins bien, je ne sais pas ce qu'aurait donné Andrew Garfield dans ce rôle-là, mais toujours est-il que Elordi, en tout cas, dans le rôle de la créature, est absolument grandiose, qui a des instants, un peu comme Karloff à l'époque, qui vont à la fois évoquer la bestialité et en même temps beaucoup la douceur. Ça va beaucoup emprunter surtout à La fiancée de Frankenstein, le film donc de 35, mais bref, Elordi dans ce rôle qui a toujours cette espèce de candeur forcément d'un être qui est créé très récemment et qui découvre le monde autour de lui, et en même temps cette espèce de rage de quelqu'un qui a été exploité et enfermé. Bref, Elordi dans le rôle est monumental. Par la suite, nous restons dans le domaine du monstrueux, puisque nous avons décidé de sélectionner Oscar Isaac, qui, alors, personnellement est un acteur que j'adore depuis de nombreuses années, notamment depuis son rôle dans Agora de Alejandro Amenábar,
qui a prouvé à de multiples reprises sa capacité à jouer des personnages fragiles, blessés, avec beaucoup de choses à intérioriser et qui ont beaucoup de mal à l'exprimer. Alors l'un des rôles les plus explicites sur le sujet, même si c'est très loin d'être son meilleur, voire c'est peut-être son pire, c'est Moon Knight, l'abominable série Marvel avec le merveilleux Ethan Hawke dans un abominable rôle. Et Oscar Isaac, c'est quelqu'un qui a toujours eu un immense talent que j'attends depuis de nombreuses années de le voir placé, enfin de voir enfin mis en avant, de voir enfin récompensé à sa juste valeur, et le voir dans ce rôle du docteur Frankenstein, docteur torturé, n'a pas forcément le rôle qu'on espérait ou qu'on attendrait de lui sur la façon sur la dualité que peut subir ce personnage, mais qui ici délivre une performance qui, malgré son écriture, reste tout en nuance, reste dans une façon d'interpréter le rôle qui lui est propre, que personnellement j'ai beaucoup apprécié, et que nous avons donc choisi de sélectionner aux côtés de sa créature dont Roman a parlé précédemment. Ensuite, changeons de film, cette fois-ci. Passons à The Role of Jenny Penn avec Geoffrey Rush. Donc Geoffrey Rush, évidemment connu pour son rôle de Hector Barbossa dans la série Pirates des Caraïbes, Voilà. mais également pour Le Discours d'un roi. Oui, effectivement, avec Colin Firth. Oui. C'est le seul bon film de Tom Hooper. C'est lui qui joue le prof de diction, justement, il me semble, dans le film. Ouais. Et donc Geoffrey Rush dans ce rôle d'un juge dont les capacités cognitives et physiques déclinent, et qui du coup est interné dans une espèce d'hospice au fin fond de l'Angleterre, où règne à la fois la négligence du personnel soignant et une espèce de terreur instaurée par un personnage sur lequel nous reviendrons juste après, du coup. Mais Geoffrey Rush qui joue cette fois dans le film un mélange de peur, de colère, d'incompréhension de ce qui se passe autour de lui, et que nous avons décidé de garder du coup dans cette catégorie. Et enfin, Jay Courtney dans Dangerous Animals, qui joue le fameux tueur psychopathe. Alors, ça peut paraître étonnant de nommer un acteur comme Jay Courtney, étant donné que c'est quelqu'un qui a quand même une carrière qui est particulièrement compliquée sur le long cours, mais nous souhaitions garder Dangerous Animals en tête, parce que Dangerous Animals, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de le voir, Dangerous Animals, c'est un film de requin. Alors, oui, film de requin sorti en 2026, ça peut donner l'air de ne pas être particulièrement intéressant, sauf que c'est réalisé par Sean Beard. Alors Sean Beard, il avait fait The Loved Ones il y a quelques années, que nous vous recommandons évidemment, c'est un excellent film, mais c'est surtout un réalisateur qui a une habitude d'hybrider certains genres, parfois de façon un peu bâtarde, mais qui, ici, arrive bien en mélangeant le film de requin et le film de tueur en série. Et Jay Courtney trouve enfin un rôle qui lui convient et qui lui convient à merveille. Qui aurait cru que Jay Courtney ne fonctionnerait absolument jamais, que ce soit dans un DCU avec des millions à porter, que ce soit dans un remake d'un classique comme Ben-Hur qui lui offre un rôle dont il n'arrive à en faire à peine un tapis de course. Mais on rappelle quand même que chez DC, il joue un mec qui lance des boomerangs. Hein. Voilà, c'est ça, mais il arrive enfin à trouver un rôle à sa hauteur en jouant un tueur en série en slip. Et ça fonctionne parfaitement. Bref, Jay Courtney dans Dangerous Animals, c'est de loin une des plus belles réussites de cette année. À défaut d'une des plus belles réussites, en tout cas une des plus belles surprises de cette année, nous souhaitions donc évidemment lui rendre hommage. Et quelle est donc la personne qui a reçu notre prix cette année, Roman ? Et ben donc le Skull d'or du meilleur acteur est décerné, sans surprise, à Michael B. Jordan pour Sinners. Pour son rôle de Smokey Stax. Pour ses rôles même du coup. De Smokey Stax. Nous suivons, finalement, nous suivons, ça va s'arrêter là, nous vous rassurons, mais nous suivons la tendance des Oscars avec sa double récompense qui salue cet acteur au talent immense qui trouve ici un rôle à sa mesure et qui non seulement trouve un rôle à sa mesure, mais qui trouve peut-être qui récompense également cette performance lunaire dans ce film qui ne l'est pas moins. Pour la suite, pour acteur dans un second rôle, nous démarrons tout de suite. Alors, évidemment, le premier que nous avons sélectionné, peut-être un des rôles les plus mémorables de l'année passée, Ralph Fiennes dans 28 ans plus tard. 28 ans plus tard, qui était cette suite inattendue et que pas grand monde n'attendait, en toute honnêteté. Suite donc des deux premiers films réalisés par Danny Boyle. Réalisés par Danny Boyle et par Juan Carlos Fresnadillo, qui étaient des films ô combien mémorables des années 2000, films d'infectés. Donc 28 ans plus tard va suivre la trajectoire de ces deux films en rajoutant un peu de lore, un peu d'univers, qui n'était pas forcément nécessaire, mais qui nous a surpris, pour le bien ou pour le mal, écoutez la suite de cet épisode pour le savoir. Et nous avons donc voulu remettre en avant Ralph Fiennes dans ce film, qui offre un rôle qui pourrait être casse-gueule sur cette idée de le fou un peu reclus dans sa secte, qui s'en sort, qui vit tout seul, et qui est un peu crazy, etc. Mais qui arrive à dégager une profonde sensibilité, une profonde mélancolie, même dans ce rôle qui est très casse-gueule, mais dont il arrive à s'en sortir avec une maestria sans pareil. Bref, Ralph Fiennes dans 28 ans plus tard, nous avons décidé de le sélectionner.
Pour rester sur le même film d'ailleurs, nous allons partir sur Aaron Taylor Johnson. Donc Aaron Taylor Johnson qui est un acteur qu'on a pu voir dans énormément de rôles, notamment chez Marvel, mais qui joue donc ici le père du héros, qui a cette espèce de double casquette à la fois donc père d'un jeune garçon qu'il doit former, qu'il doit préparer à ce monde détruit, et en même temps mari d'une femme malade qu'il va totalement délaisser pour se concentrer sur des femmes moins malades. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi on parle. Mhm. Mais qui livre aussi forcément un rôle à mi-chemin entre l'inquiétude, la colère, encore une fois, d'émotions qui traversent le personnage de Aaron Johnson, et donc c'est pour ça qu'on l'a gardé avec nous ici. Par la suite, il y a le personnage de John Lithgow dans The Rule of Jenny Penn, de la même façon que Geoffrey Rush amenait son charisme et sa prestance dans The Rule of Jenny Penn. John Lithgow ramène quelque chose de beaucoup plus négatif, beaucoup plus inquiétant, et le fait qu'il arrive à tenir tête à Geoffrey Rush sur cette ambiance émotionnelle particulière, nous avons décidé de le garder également, soyons tout à fait honnêtes, nous arrivons également dans la façon dont nous avons fait nos sélections, pour remettre en avant le film The Rule of Jenny Penn, qui a peut-être été un peu trop oublié cette année. À noter qu'évidemment, les sélections nous ne sommes pas parfaites, beaucoup de films ont été gardés pour la façon dont nous souhaitions peut-être en parler, en reparler, les remettre en avant. Nous ne sommes pas parfaits. Et John Lithgow dans The Rule of Jenny Penn prouve encore une fois tout son talent au service de ce film qui n'est évidemment pas parfait, mais qui ne démérite pas par rapport à beaucoup d'autres. Bref, John Lithgow dans The Rule of Jenny Penn est dans notre sélection. Ensuite, nous avons donc Jack Quaid dans son rôle dans Compagnon. Alors, Jack Quaid qui va jouer sur cette espèce de dualité donc entre d'un côté le good guy, le cliché good guy, et de l'autre, mais évidemment... Image directement tirée du rôle qu'il a dans ses autres propositions, et notamment dans The Boys, où il joue l'archétype du good guy. C'est ça. Et qui va être ensuite... l'autre côté de la médaille, on va dire, qui est cette espèce d'énorme incel qui comprend pas que les femmes s'intéressent pas à lui alors qu'il est gentil, alors du coup je vais fabriquer ma femme. Oui, bon résumé. et donc voilà, c'est surtout pour le contre-emploi qu'on a décidé de garder Jack Quaid dans cette sélection, justement en opposition à son espèce son statut de vilain habituel dans les films, même on peut penser au dernier Scream. Et enfin, en tout dernier rôle que nous avons décidé de retenir, Tahar Rahim dans Alpha. Est-ce que tu veux en parler à nouveau, étant donné que tu avais été particulièrement séduit par sa proposition dans Alpha? Tahar Rahim, il a une prestation tout en subtilité, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est profondément affaibli par sa condition, qui est profondément fragile, mais où à la fois on sent que émane de lui une vraie gentillesse. Il peut quelque part, c'est un rôle qui ramène à ce qu'il avait pu proposer dans Un prophète de Jacques Audiard il y a de cela bien quelques années maintenant. C'est ça, ou même dans Désigné coupable. Exactement. Donc The Mauritanian en VO, film où il jouait un homme accusé de complicité sur les attentats du 11 septembre. Bref, qui avait un casting aussi 5 étoiles, donc en plus de Tahar Rahim, il y avait Benedict Cumberbatch, il y avait Jodie Foster, bref. Et à qui revient donc ce trophée d'acteur dans un second rôle? Eh ben, Sans surprise à nouveau. Sans surprise, le Skull Nord du meilleur acteur dans un second rôle échoue à Ralph Fiennes dans son rôle de 28 ans plus tard. Qui est peut-être l'un des meilleurs acteurs qu'on tient dans cette génération, qui le prouve encore une fois dans ce rôle qui est ô combien casse-gueule, mais qui en tire une proposition non seulement réussie, mais également convaincante, et je trouve particulièrement originale, puisqu'il arrive à créer véritablement non seulement un personnage, mais également presque, chose confirmée par la suite, une icône avec cette idée de j'amène dans ce terrain tout à fait connu de le fou un peu bizarre en apocalypse zombie, une sensibilité toute particulière. Bref, c'est un immense coup de cœur pour nous deux, et c'est pour ça que nous lui avons remis ce prix. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'on a 2 acteurs de Harry Potter du coup dans cette catégorie. Effectivement. Parce que John Lithgow, donc Ralph Fiennes est évidemment Voldemort dans la saga cinématographique, et John Lithgow est le futur interprète de Dumbledore dans la série, et n'oublions pas tous les jours, fuck J.K. Rowling. Voilà. Nous enchaînons avec une nouvelle catégorie bien plus propre à nous, fans d'horreur, puisque ça va être les meilleurs effets gore. Alors, ici nous allons aller beaucoup plus vite que sur la précédente catégorie, qui détaillait à chaque fois un petit peu les films et les raisons de nos choix, puisque sur les meilleurs effets gore, nous avons choisi donc Sinners, comme nous l'avons précédemment évoqué, notamment pour la qualité de ses maquillages et pour la qualité de ses effets pratiques que nous avons pu voir, In a Violent Nature, le film, un des films d'horreur marquants de cette année,
puisque nombreux effets gore sont présents dans le film, notamment au cours des différentes scènes de meurtre de ce slasher expérimental. Le slasher de l'année d'ailleurs. Voilà. Hérésie, qui est un film très particulier, mais qui arrive à proposer quelques visions qui nous ont suffisamment marqués pour se retrouver dans ce classement. Destination Finale 6, une des surprises de cette année, à appréciation différente dans cette équipe, mais qui arrive à renouer avec les racines de la saga, à savoir des meurtres créatifs, des meurtres fun et des meurtres sales. Je le dis, pour moi c'est le meilleur de la saga. Et surtout, Traumatica, qui est notre petite surprise de l'année, qui est un film d'un immense bordel. C'est un film qui est très compliqué à résumer. Nous ne sommes toujours pas sûrs de l'avoir pleinement compris, pour être tout à fait honnête, mais qui est très angoissant, très sale et très bizarre, surtout. Mais donc, Roman, quel est notre choix de ce Skull d'Or des effets gore 2026 ? Notre choix pour les meilleurs effets gore de 2026, c'est tourné vers Traumatica. Voilà, alors, qui est notre surprise que nous vous conseillons, qui est vraiment un film étrange, vraiment un film très détonnant, très désagréable, qui peut mettre un peu mal à l'aise sur plein d'aspects, qui aborde des sujets très difficiles, notamment autour de l'enfance, c'est dans le titre, en toute honnêteté, et qui, en s'inspirant de Gaspard Noé, tout en ayant des effets gore beaucoup plus proches d'un Sam Raimi sans l'humour, et quelque chose de vraiment remarquable, de vraiment étrange, bizarre, et que nous vous recommandons chaudement. Bref, nous restons sur l'artisanat puisque nous allons aller maintenant vers les meilleurs costumes. Quels sont les costumes qui nous ont marqués ? Quelles sont les tenues, les attirails des acteurs que nous avons retenus cette année ? Alors, le premier que nous avons voulu sélectionner, c'était Destination Finale 6, Roman ? C'est ça, donc avec des costumes réalisés par Michel Hunter. Donc notamment, ça va être beaucoup pour la scène d'intro aussi, la scène d'intro qui donc, se passe dans les années 60. Et où ça recrée une ambiance parfaite pour ces costumes-là, mais aussi globalement pour les costumes des personnages du film, d'horizons divers, disons-le. Et voilà, pour moi, DF6, donc avec donc Michel Hunter au costume. Tu as également voulu sélectionner Your Monster. C'est ça, Your Monster, donc avec des costumes de Matthew Simonelli. T'as un rom-com de l'année. Oui, mais c'est trop bien, c'est trop bien Your Monster. Genre vraiment, c'est comédie romantique musicale avec Melissa Barrera et un monstre dans le placard. Voilà. Globalement. Ensuite, il y avait Laure Shi qui était nommée pour Dead Talents Society, qui est donc film taïwanais sur les fantômes dans l'au-delà, pour ne pas être oubliés et disparaître définitivement, doivent être connus des vivants, et donc est organisé une espèce de télécrochet que va tenter de réussir l'héroïne. Moi, j'avoue que le pitch de base m'a beaucoup plu, et toute cette variété de costumes. C'est ça. Et toute cette variété de costumes justement dans les fantômes, dans cette espèce d'après-vie totalement bariolée, moi j'aime beaucoup. Également, nous avons donc retenu pour les deux derniers Ugly Stepsister, dont les costumes ont été menés par Manon Rasmussen. Ugly Stepsister, dont nous avons déjà parlé, à l'esthétique extrêmement baroque et reconnaissable entre mille. C'est l'esthétique du film, la façon dont la DA est gérée, la façon dont les personnages sont caractérisés, notamment par leur apparence, est de loin une des plus belles caractéristiques du film. Et enfin, Frankenstein, dont les costumes ont été menés par Kate Hawley. Guillermo del Toro est connu pour avoir toujours eu un œil esthétique particulier, une attention toute particulière portée à l'esthétique de ses films, à la façon dont ses films se présentent en premier abord, et il était donc tout naturel pour nous de garder les costumes de son Frankenstein dans notre liste. Et quel est le film qui mérite donc notre Skull d'Or 2026 des meilleurs costumes, Roman ? Et c'est donc Kate Hawley qui repart avec ce petit crâne, puisque c'est donc Frankenstein de Guillermo del Toro, costume de Kate Hawley, donc qui repart avec ce prix, cette récompense. Nous sommes heureux. Bravo. Et on passe à la suite. Est-ce que tu veux commencer à parler de cette catégorie, peut-être ? Puisqu'il s'agit donc des meilleurs meurtres de cette année, les meilleurs kills que nous avons vus à l'écran. Alors, dans les meilleurs meurtres, on en avait deux qu'on était obligé de mettre de le Destination Finale 6, qui sont donc celui du scanner et celui du camion poubelle. Les deux prônant l'amour des effets pratiques et en même temps une certaine ludicité dans la mise en scène et dans la façon dont c'est amené. Tout simplement. Deux autres que nous avons sélectionnés viennent de In a Violent Nature, pareil ce slasher de l'année très particulier aux inspirations à la fois malikiennes et vendredi 13e, si nous pouvons le qualifier comme ça. Évidemment, pour ceux qui ont vu le film, les deux que nous avons retenus sont donc le Top Shot, qu'on pourrait aussi appeler le meurtre du caillou, tout particulier, qui marque... Avec un K et un Y. Voilà. Qui marque non seulement par la qualité de ses effets pratiques, mais également par sa performance technique derrière, et également le meurtre de la falaise,
qui là pour le coup abandonne totalement l'idée de performance technique pour véritablement s'enfoncer à 2 pas dans le latex bien juteux, bien dégoulinant comme on aime. Ces 2 meurtres ont donc été gardés. Et le dernier que nous avons retenu est non seulement, enfin, non pas pour une performance technique particulière, mais plutôt pour une idée morale particulièrement réjouissante, puisque le meurtre nous vient de Dangerous Animals, le film de requin dont nous vous avons parlé précédemment. Et le meurtre est celui d'un jeune personnage dans le film qui va subir un sort ô combien malheureux, puisqu'il va se faire dévorer par 1001 requins, tout en étant filmé par le salopard joué par Jay Courtney, sélectionné précédemment, qui va ensuite regarder cette vidéo en dégustant ses céréales devant une VHS bien crado. Bref, c'était un de nos moments d'horreur les plus marquants de l'année. Quel Roman, quel meurtre parmi toute cette sélection de viande et de confiture a gagné notre Skull d'Or 2026? Le meurtre que nous avons choisi de garder est donc dans In Violent Nature. Lequel Suspense. Lequel Le meurtre de la falaise, évidemment. Pour mille et de raisons, mais notamment cette déferlante d'effets pratiques, là où le Top Shot avait plus un effet choc, qui marchait très bien aussi. Mais cette déferlante d'effets pratiques, et surtout le fait de nous dire, le meurtre pourrait s'arrêter là. Mais non, il continue. Non, on continue, parce qu'il y a cet amour de l'effet pratique, cet amour de la viande à l'écran, tout simplement. On passe à la suite, puisque nous abordons les meilleurs survivants. Pour ce qui est des meilleurs survivants, c'était un trophée. Et survivantes. Des survivantes, évidemment. Langage inclusif ici. .e.s. C'était un trophée particulièrement dur à remettre, étant donné qu'il y a eu beaucoup de propositions autour de quelles sont les personnes qui peuvent s'échapper des enfers traversés dans les différents films que nous avons regardés, mais il a fallu en sélectionner quelques-uns malgré tout. L'un de ceux que nous avons sélectionnés, c'est évidemment Sinners. Et Sinners, il y a une mention toute particulière, puisque dans la sélection, il y a les 3. Il y a donc le personnage d'Alice Enfield, le personnage de Smoke, ou de Stax, je ne sais jamais quel est le frère qui survit, et le personnage du héros principal qui arrive à survivre, qui arrive à se sortir de cet enfer vampirique dans lequel il a été plongé fut un temps. C'est un final qui est porté à la fois d'un certain romantisme, d'un certain lyricisme, et en même temps d'une certaine mélancolie sur un temps passé, sur quel est le temps que nous avons vécu, et de ce temps que nous avons vécu, quelles sont les images, les souvenirs, et surtout quelle est la trace que nous en garderons. Bref, c'est un final qui nous a beaucoup convaincu, notamment parce qu'il est porté par ce trio de survivants, chacun aux personnalités différentes mais fortes, Sinners de Ryan Coogler, et évidemment dans notre sélection pour les meilleurs survivants de cette année. Et alors, on l'a mentionné pour ce film-là, mais pour les suivants, nous ne mentionnerons peut-être pas les survivants, du coup. À voir si, bien sûr. vous voulez... les films Sinners a évidemment cartonné, donc on s'est permis de le spécifier pour celui-là. D'autant plus que la nuance apporte plus de précision à quelles sont les personnes sélectionnées dans notre trophée. C'est ça. Mais pour les 4 suivants, je pense que je vais juste y aller clac à la suite. Nous avons donc Marche ou crève de Francis Lawrence. L'adaptation de Stephen King du roman Marche ou crève, qui était un roman ô combien casse-gueule à adapter, mais qui avait ses mérites, à savoir la façon dont le film se conclut. C'est ça. Substitution Bring-Your-Back des frères Philippou. 28 ans plus tard de Danny Boyle et Dangerous Animals de Sean Byrne. Et le trophée va donc à Sinners de Ryan Coogler. Il faudra malheureusement le diviser en 3 du coup. Voilà, il faudra découper chacun, peut-être en prenant la part à droite à gauche, mais pour la façon dont le film va transformer cette horreur pure vécue pendant les 2 tiers du film en vraie mélancolie, en vrai geste purement émotionnel, finalement en vrai geste de cinéma. D'une certaine façon, le trophée va donc à, encore une fois, Sinners de Ryan Coogler. Pour la suite, nous passons donc au montage. Alors, le premier nommé dans la catégorie montage est donc Destination Finale 6, montage effectué par Sabrina Pitre. Est-ce que tu veux en parler, peut-être ? Alors oui, Destination Finale, c'est une saga qui a toujours eu un sens du montage assez accru, notamment pour tout ce qui est justement des séquences de mort, ou plutôt de pré-mort. Donc pour suggérer est-ce que ça va venir de là, tac, et c'est un sens qui ne s'est pas perdu avec ce 6ème film, donc rien que pour ça valait le coup d'être mentionné pour Destination Finale 6. Est-ce que tu veux également parler du montage de stop motion effectué par Aurora Vogali ? Alors oui, stop motion qui m'a beaucoup marqué par son montage notamment, surtout pour la façon d'enchaîner en fait les plans, certaines séquences en stop motion, les séquences du monde réel et les séquences hallucinatoires. Rien que pour cette narration par le montage, justement, cette espèce de flou qui est maintenu tout du long,
Aurora Vogheli valait le coup d'être mentionnée pour son travail de monteuse. Nous avons également retenu 28 ans plus tard, montage effectué par John Harris. Alors 28 ans plus tard, nous en avons déjà rapidement parlé, mais d'une façon générale, les films de Danny Boyle sont des films qui méritent d'être soulignés pour leur qualité de montage. Ce sont des films qui reposent en grande partie sur l'énergie qui vient de cet aspect-là de la réalisation, puisque ces films qui vont être très découpés, voire surdécoupés, mais dont le surdécoupage va avoir un intérêt. John Harris, de toute façon, c'est quelqu'un que nous pouvons saluer pour sa participation à de nombreux films où le montage joue un rôle clé. On peut penser au chef-d'œuvre qui est The Descent de Neil Marshall. Même s'il a réalisé la partie 2, nous ne lui en voudrons pas. On peut penser à Kingsman de Matthew Vaughn, où notamment avec ce fameux faux plan séquence de la scène de l'église, où le montage, encore une fois, joue un rôle clé. Et ici, encore une fois, il arrive à redonner, en partie, à redonner cette vitalité, cette énergie, cette hargne à l'écran, qui est si caractéristique de films de Danny Boyle, notamment de ses premiers films. On peut penser à 28 jours plus tard, évidemment, mais également à Petit meurtre entre amis, par exemple. Il arrive à lui redonner cette vitalité à l'écran. Bref, le montage de 28 ans plus tard méritait évidemment d'être salué. Ensuite, nous avons donc Brian Philip Davis, nommé pour son montage de Oddity. Alors, Oddity, d'un film de Damian McCarthy, dont le prochain arrive d'ici quelques mois d'ailleurs. Okum. Okum, c'est ça. McCarthy qui avait déjà signé au préalable Cavit. Exactement. Et qui est pour film moi avec un petit lapin. Un petit lapin mécanique. Et qui est pour moi peut-être un des meilleurs de cette écurie post-Covid à surveiller pour ses futurs films. Et donc, Brian Philip Davis, notamment pour toute sa gestion du jumpscare, déjà, on y reviendra plus tard, mais cette espèce de gestion de la prévention de ce qui va venir avant le jumpscare, est pour moi génial et passe en immense partie par le montage, justement. C'est quasiment exclusivement du montage sur certains aspects. Et donc c'est pour ça que Brian Philip Davis est mentionné pour son travail sur Oddity. Et enfin, sans surprise, mais Michael P. Scheuer pour Sinners, encore une fois Sinners, le mastodonte horrifique de cette année, la surprise, la grosse claque. Mais le montage qui arrive à emporter avec lui toute l'énergie, mais non, toutes les énergies que porte le film, tant les énergies horrifiques, que lubriques, que ludiques, que fun, pur et avant tout. Bref, le montage de Sinners est encore une fois un des éléments à saluer dans ce très, très, très bon film. Mais, parmi ces 5 nommés, qui a remporté le prix Roman ? Le gagnant ou la gagnante qui a remporté le prix du meilleur montage est John Harris pour son travail de monteur sur 28 ans plus tard de Danny Boyle. Qui arrive à ressusciter 20 ans plus tard une énergie qu'on ne soupçonnait plus chez cet auteur passionnant et qui arrive non seulement à la ressusciter mais en plus à l'actualiser grâce aux idées de mise en scène de Danny Boyle. Bref, le montage de 28 ans plus tard est probablement sa plus belle qualité. Il était donc tout naturel de le récompenser. Sur la prochaine catégorie, je propose que ce soit ton one-man show, le temps d'un espace. Mais Roman, parle-nous donc des films que nous avons sélectionnés, mais aussi de qui a gagné et de pourquoi peut-être est-il le meilleur jumpscare de cette année 2025 selon nous. Alors, le meilleur jumpscare, c'est vrai que je suis celui de nous deux. Alors, pour le coup, j'allais dire le plus sensible au jumpscare, mais par exemple quand on va en festival, c'est beaucoup plus Corentin qui réagit. Tout dépend des films, mais il est vrai que la remarque m'est apparue dernièrement en voyant différents films, notamment en rattrapant certains pour cela, que j'ai personnellement, et c'est pour ça que j'insiste sur ce terme-là, beaucoup plus de mal à retenir un jumpscare. Je peux me le prendre, je peux l'apprécier évidemment, et c'est pour ça que j'adore certains films de James Wan, parce qu'il y a un côté très train fantôme, très montagne russe que j'apprécie beaucoup, et dont j'apprécie beaucoup ressentir les effets. Mais j'ai beaucoup plus de mal à les retenir, à les distinguer et à les apprécier a posteriori. Il était donc tout naturel de confier la responsabilité de cette catégorie à mon acolyte. Alors pour la transition justement avec ce qu'on vient de traiter juste avant, nous avons donc le cadavre, enfin le jumpscare du cadavre suspendu avec marqué Jimmy gravé sur le torse à l'envers, donc dans 28 ans plus tard de Danny Boyle. Ensuite, le jumpscare de la cave dans Good Boy. Alors, Good Boy, ce film d'horreur conceptuel, des films de fantômes du point de vue d'un chien. Exactement. Distribué par Shadows par ailleurs, ouais. Disponible également sur Shadows. Restons avec Shadows, Traumatica. Le jumpscare de la porte. Dont nous vous avons déjà parlé, film que nous vous recommandons très particulier, mais qui est également disponible sur Shadows. Film ô combien mal aimable, en revanche, à préciser également. Oddity, donc de Damian McCarthy, on en parlait juste avant, mais le jumpscare de la tente. Voilà, nous n'en dirons pas plus.
Et Nous n'en dirons pas plus sur aucun des jumpscares pour vous permettre, si vous êtes amateur et client de cette stratégie horrifique, de vous les apprécier comme il se doit. Et enfin, un autre un autre jumpscare, pardon, qui concerne un cadavre, c'est celui de Frankenstein de Guillermo del Toro, Avec vers celui lequel va notre préférence, Corentin. bien sûr, vers le jumpscare de la tante de Oddity de Damien McCarthy, auteur ô combien prometteur, puisqu'il a déjà placé tous ses films dans un même univers. Il avait instillé avec K-Bit une certaine curiosité chez nous, notamment dans ses capacités à gérer l'horreur, à gérer la façon dont l'horreur va se déployer petit à petit et de la façon dont l'horreur va contaminer petit à petit son univers. Et univers ô combien important pour cet auteur, puisque Oddity se déroule dans le même univers que Kevin, alors loin des délires putassiers à la façon MCU de tout est dans un même univers partagé, nous mettons des clins d'œil partout. Non, ici c'est très discret, très subtil, peut-être que vous ne le remarquerez même pas. Et son prochain film a l'air de se dérouler également dans cet univers-là, univers propice à ces expérimentations stylistiques et narratives autour de la figure de l'horreur, autour des figures de l'horreur, autour du jumpscare, autour de la peur au cinéma. Bref, Damien McCarthy est peut-être, on l'espère, notre auteur horrifique de l'année 2026. Voilà, mais donc notre Skuldor va évidemment, donc, comme tu l'as dit, à Oddity, donc à Brian Philip Davis notamment, et à Damien McCarthy, les deux, parce que leur travail en tant que binôme sur le respectivement montage et réalisation est absolument phénoménal dans la gestion des jumpscares. J'ai cité la tante, enfin on a cité la tante, mais tout le film en général a cette espèce de tension que j'avais rarement vue depuis un James Wan Prime, époque Insidious. Avec, il n'avait pas encore vendu son cul. Avec justement toute cette gestion notamment de la peur, mais surtout de l'appréhension de la peur, qui est absolument grandiose. Et on passe à la suite en restant quelque part sur le montage, puisque nous allons vous parler de notre séquence d'horreur préférée de l'année. Alors qu'est-ce que nous attendons par séquence d'horreur? Il s'agit tout simplement d'une scène, d'un moment, d'un instant, mais qui ne se résume pas en une image, qui ne se résume pas comme un jumpscare en une frame, en quelques enchaînements d'images, mais au contraire en un corpus global, que ce soit par la musique, par l'image, par le sous-texte, par la mise en scène, par l'énergie que va dégager cette scène. Le montage, la musique... Quelle est la scène qui nous a le plus plu cette année? Alors, commençons tout d'abord avec 28 ans plus tard, puisque, encore une fois, il y a eu, spoiler, plusieurs scènes de ce film que nous avons décidé de garder, notamment une, qui est la remise du... Allons-y, spoilons. Si vous n'avez pas vu le film, tant pis pour vous, vous êtes en terrain dangereux. Mais la remise du crâne de la mère du petit personnage principal sur le temple des morts de Ralph Fiennes, remise qui prendra une tournure d'autant plus mélancolique et profonde avec la suite, mais qui déjà dans ce premier film est marqueuse, je trouve, d'une certaine émotion, d'une émotion de perte, d'une émotion peut-être d'après, un goût d'après, hante cette scène qui est, je pense, l'une des plus belles du film, qui est une des plus belles non seulement esthétiquement, mais également métaphoriquement, portée encore une fois par la sublime mise en image de Danny Boyle. Bref. Restons sur le film, avec la scène du retour sur l'île. Alors, c'est une scène qui s'illustre par totalement autre chose, c'est-à-dire notamment par son rythme, par son montage. Par son montage, John Harris, c'est en partie... grâce à lui que cette scène est là. C'est ça. Mais donc la scène où donc le héros et son père retournent sur l'île pourchassés par un alpha avec cette marée redescendante. Bref. Et scène excessivement bien mise en scène et surtout bien montée. Et porteuse de moult symboles, notamment par la mise en scène et par la façon dont... qui, dans la suite du film, notamment, trouvera de multiples autres sens, notamment par la façon dont dont le père du héros va retranscrire cette scène, non plus en histoire, mais en récit auprès des autres. Oui. Restons sur un film aux multiples nominations avec Sinners. Alors Sinners qui a donc lui aussi deux scènes mentionnées, deux scènes musicales, cette fois-ci. La première étant celle de Rocky Road to Dublin. Donc scène centrée autour du personnage de Relic, donc le vampire joué par Josh O'Connor. Mm-hmm. Et scène, je te laisse en parler, mais scène ô combien envoûtante. Scène envoûtante qui porte en elle moult symboles, moult idées, mais surtout une énergie toute particulière, à la fois très vicieuse, à la fois extrêmement envoûtante presque, qui réussit à convertir tellement de choses par le pur langage du cinéma. Il était tout naturel pour nous de la garder, mais en parlant de Sinners, et je te renvoie la balle avec la scène de I Lied to You. I Lied to You, donc la scène chantée par le personnage de Little Sammy, du coup dans le film. Qui est d'ailleurs l'un des survivants qui remporte le prix du meilleur survivant que nous avons décerné plus tôt. C'est ça. Et qui est donc une scène
ô combien marquante, notamment par son plan séquence qui, alors du coup on mentionne pas le travail de montage sur celle-là malheureusement, Mais qui ne démérite pas pour autant, puisque c'est un plan séquence artificiel. évidemment, mais notamment du coup par la mise en scène de Coogler, par le travail de photographie aussi qui est monstrueux, mais surtout parce que cette scène apporte avec elle en termes de symbolique, c'est-à-dire globalement l'histoire des peuples opprimés unifiée en une chanson. Unifié par une culture, par la culture, qui dépasse les limites imposées limite par elle-même pour fusionner non plus des peuples, mais vraiment des humains avant tout. C'est ça, et l'unicité passe justement par le plan séquence qui fait que du coup tout passe en un seul plan, en une seule histoire qui au final se rejoint. Alors héritage passé, futur, parce qu'on voit aussi on voit du hip-hop, on voit Du rock. on voit du rock, on voit des musiques tribales africaines, bref, énormément de Tout choses. fusionne en une seule chose, à savoir la culture avec un grand C, quand même ce terme peut parfois être un peu dédaigneux, pour finalement ne non plus être un outil créé par les humains, mais véritablement devenir le point de repère de multiples âmes peut-être perdues. Et enfin, la scène de la salle de bain d'Until Dawn, qui est une salle qui peut-être n'a pas marqué tous les esprits, étant donné que le film n'a peut-être pas fonctionné autant que ce qu'il aurait dû. Je vous en renvoie vers le site, vers un article que j'ai écrit sur ce film, pas aussi merveilleux que le jeu dont il est inspiré, mais qui est très loin d'être détestable. Nous avons tenu à saluer la scène de la salle de bain pour la façon dont, au milieu d'un film d'horreur grand public et blockbuster, parvient à aller chercher une horreur beaucoup plus inattendue, très Cronenbergienne et très dégueulasse. Notamment entendu par le réal de Shazam 2. Voilà. Et très dégueulasse, pour être honnête. Mais donc, Roman, là c'est la réponse est facile. Qui a gagné notre trophée, notre Skull d'Or 2026? Le Skull d'Or 2026 de la meilleure séquence dans un film d'horreur est attribué à Sinners. Suspense. Et pour suspense. laquelle Rocky Road to Dublin. Qui est de très loin, moi. Alors, toi tu étais plus Highlight to You. Oui. Personnellement Rocky Road to Dublin, mais qui est le double négatif de cette scène de Rocky Road de Highlight to You, qui va chercher non seulement le double négatif thématique, mais également le double thématique, enfin le double négatif esthétique de cette scène en étant plus un plan séquence, mais une scène parfaitement montée. Et parfaitement frénétique, surtout. Voilà, non plus centrée sur une unité globale et stylistique, mais sur une unité de personnage, avec ce personnage de Josh O'Connor, qui va chercher quelque chose d'absolument galvanisant. Je n'avais pas vu une telle image horrifique depuis le Suspiria de 2018, qui, malgré tous les défauts qu'on peut en dire, avait cette scène de sabbat de sorcière fascinante, hypnotisante, et qui portait en elle tellement de mythologie transposée à l'écran que je ne pouvais plus décrocher mon regard. J'ai ressenti exactement cette chose sur cette scène de Sinners, qui arrive en plus à amener cette mythologie parmi les vampires, qui sont une des créatures que j'aime le plus, et qui aujourd'hui est en véritable perdition de tout, notamment à Hollywood. Je vous renvoie vers l'un des formats courts, et double pub, vers l'un des formats courts que j'ai effectué sur ce sujet, qui traite en gros de pourquoi j'ai l'impression que le vampire à Hollywood est une créature qui se perd. Bref, Rocky Road to Dublin, c'était normal qu'un film qui nous ait autant plu, autant fasciné, autant séduit, remporte le prix de la meilleure séquence quand il proposait non pas une, mais deux des meilleures séquences horrifiques de l'année. Et on vous renvoie aussi à l'épisode remake, tu as mentionné le remake de Suspiria de 2018, mais évidemment si vous voulez entendre plus en longueur ce qu'on pense de ce film-là, mais aussi de d'autres remakes horrifiques, allez évidemment écouter l'épisode sur les remakes. Exactement, et nous arrivons donc à la catégorie du meilleur monstre. Alors là, il va s'agir de ne pas trop en dévoiler parce que chacun des nommés porte en lui une certaine dose de spoil. Une certaine dose de spoil ô combien gravissime, même pour certaines catégories. Bref, permettez-nous de simplement dire nos nommés, et nous vous renvoyons évidemment vers chacun des films nommés afin d'observer, de constater ces différentes créatures, ces différentes propositions, notamment esthétiques, autour de la figure du monstre, et nous vous invitons évidemment à nous dire quel est votre préféré. Bref, les nommés pour notre trophée du meilleur monstre 2025 sont Stop Motion pour le monstre à taille humaine, Your Monster pour le monstre, Oui. L'élu pour le monstre de la fin, Together pour le monstre improbable, et Frankenstein pour le monstre évident. Quel est notre trophée? Notre trophée est attribué à Frankenstein.
de Guillermo del Toro. Évidemment, qui d'autre? Alors, tu étais celui qui a le plus milité pour ce trophée. Peux-tu peut-être expliquer rapidement pourquoi? Pourquoi? Pour des raisons diverses et variées, mais notamment en premier lieu son aspect, qui est le point qu'on a, je pense, retenu le plus pour établir le classement dans cet ordre. Mais l'aspect du monstre qui évidemment s'éloigne de l'espèce de gueule absolument angélique de Jacob Elordi, mais qui à la fois... Et qui est la énième preuve de son talent immense, surtout à l'ère actuelle. C'est ça, mais qui a à la fois cette espèce d'aspect de poupée de porcelaine brisée et reconstruite pour appuyer le côté cadavre reconstruit et à la fois le côté poupée pour montrer que c'est une création, et en même temps pour le monstre en lui-même qui est purement tragique. Et c'est ce qui est d'ailleurs très bien démontré dans la deuxième partie du film. Et le Frankenstein de Del Toro est un de mes films préférés de l'année, donc n'hésitez évidemment pas à le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Il était donc tout à fait normal que ce soit lui qui remporte le trophée. Et nous passons donc cette fois-ci à meilleur concept. Alors, meilleur concept, ça va être bien plus simple puisqu'il s'agit simplement de résumer, d'expliquer quelle est la ligne directrice du film, notamment la façon dont ça va s'arquer autour de l'horreur. À noter que la façon dont le film a été choisi, et non seulement la façon dont il est résumé, puisque cette partie-là est de loin la plus simple, mais également la façon dont elle est exploitée. Non seulement la façon la plus pertinente, mais également la façon la plus approfondie. Est-ce que le film va vraiment aller jusqu'au bout de ce fameux concept qui récompense cette catégorie? Roman, veux-tu démarrer sur quels sont les nommés dans ce concept? Alors, je vais démarrer avec Dead Talents Society. Donc, le concept, je l'ai déjà résumé un peu plus tôt dans le film, mais globalement, télécrochet dans le monde des morts pour effrayer les vivants. Juste ça. Moi, ça m'avait vraiment conquis à ce moment-là. Il y avait également Together, qui est donc l'idée d'un couple qui s'aventure dans la nature pour se reconnecter tant à cette dernière qu'à eux-mêmes, et qui se retrouvent malencontreusement à réaliser qu'ils vont fusionner avec chaque humain qu'ils touchent. C'est ça. Ensuite, Présence, donc de Steven Soderbergh. Présence qui était un de mes coups de cœur de cette année. Donc, postulat assez simple, une famille emménage dans une maison, sauf que la maison est hantée, et on suit le tout du point de vue du fantôme, qui... Très Soderbergh dans l'idée de prendre un postulat de base pour en twister seulement une composante, mais en tirer un récit tout autre. C'est ça, surtout que la façon qu'a le fantôme d'hanter la maison est assez inhabituelle. Très particulière. C'est ça, par rapport à un film de fantôme. Donc, bref, nous vous laissons évidemment aller voir Présence, c'est pour moi le coup de cœur de l'année. Et nous avons également Traumatica. Alors Traumatica que nous avons retenu encore une fois, cette fois-ci parce que, en toute honnêteté, c'est moi qui ai poussé pour le mettre, puisque il s'agit pour moi d'une sorte de réinterprétation moderne autour d'un film que j'adore, autour d'un film que j'adore peut-être à outrance, mais qui moi m'a beaucoup marqué, qui est Abandonné de Nacho Cerda, c'est-à-dire cette espèce d'exercice de style autour de la maison hantée, autour d'une certaine horreur prégnante et de la façon dont elle va imprégner un lieu, une créature, un monstre. Traumatica n'est pas forcément un film très bien écrit, loin de là. Est-ce qu'il est mal écrit pour autant? Je ne sais pas, mais c'est un film qui, conceptuellement, va dérouler de multiples motifs horrifiques, pas toujours de façon la plus pertinente, mais je trouve de façon extrêmement efficace. Bref, nous avons retenu Traumatica, non seulement pour le remettre encore une fois en avant, nous vous invitons à le revoir, mais également pour la façon dont celui-ci va aller chatouiller certains tabous, certains motifs horrifiques, et également certains motifs esthétiques, certains motifs narratifs que nous avons peut-être un peu trop l'habitude de connaître pour aller en tirer autre chose. Alors déjà, je confirme, il aime Abandonner à outrance. Oui. Et donc le dernier, c'était Compagnon. Alors, on en a déjà parlé, donc on va pas expliquer autre mesure le concept, vous avez sûrement vu le film ou alors vu la bande-annonce. Mais... En tout cas, nous vous invitons à le voir. Quoique, si vous avez l'occasion de voir le film sans voir la bande-annonce, voire même sans voir l'affiche, oui, vous aurez d'autant plus de chances de le découvrir. Bref, et quel est celui qui gagne? Celui qui gagne, c'est Together. Together, donc... film très étonnant, puisqu'en plus d'avoir un concept tout à fait particulier, le film est... Et à nouveau, c'est moi qui ai poussé pour celui-ci, mais va le pousser vraiment très loin, notamment dans des ressorts horrifiques tout à fait inattendus, même si, saluons Dead Talent Society, qui arrive très près, puisqu'il arrive à aller chercher certaines choses moins charnelles, sans mauvais jeu de mots avec Together, plus morales autour de ces questions-là. Mais voilà, Together le remporte. Il était important également, je pense, de récompenser ce film, qui est peut-être passé un peu trop inaperçu
auprès des radars horrifiques de tout le monde. Bref, Ça, bah, il est sorti au milieu de l'été, une époque pas forcément idéale pour les films d'horreur. nous vous invitons vraiment à rattraper ce très 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 chouette film qu'est Together. Bref, nous passons à la suite et on commence à arriver dans les grosses catégories, puisqu'on passe à la musique. Alors, je vais démarrer avec l'un de mes petits chouchous qui était H, dont la musique est faite par Flying Lotus. Le film est également réalisé par Flying Lotus. Alors, Flying Lotus, on en a déjà parlé très rapidement dans l'épisode VHS, c'était quelqu'un qui a réalisé un segment qu'on aimait plutôt bien, puisque c'était le segment de... avec le personnage de Trevor de GTA V, pour le retrouver dans, je ne sais, 99, 85 94 ou 99. Ouais, là, les deux, 99, je crois, parce que 94, je connais le segment quasiment par cœur. Ouais. Mais bref, on avait réalisé un segment dans VHS 99, celui avec ce présentateur de télé un peu psychopathe sur les bords. De jeter les enfants. Voilà, et qui notamment dans sa fin twistait vers autre chose. On avait beaucoup aimé ce segment. Il avait également réalisé Kuzo, film, c'est déjà bien. Très bordélique, très particulier, que personnellement je n'avais pas du tout aimé, mais qui a un statut très important pour plein de gens. Que j'ai toujours pas vu. Et ici, il propose une interprétation autour de la space horror. Le problème, c'est que le film ne fonctionne malheureusement pas si bien. Trop évident, trop facile, trop codifié par rapport à ce que nous sommes en droit d'attendre. Mais sa musique, en revanche, est tout à fait fabuleuse. Et nous tenions donc à la remettre en avant. Ensuite, nous avons un trio, cette fois-ci. Trio composé donc de Ryan Holiday, Ace Holiday et Zach Krieger. Cette fois-ci, donc, il y a la composition pour Evanouie Weapons, dans son titre original. Voilà, musique qui... je vais pas élaborer outre mesure dessus, mais qui juste réussit à très bien accompagner le film dans ses différentes ambiances. Et rien que pour ça, du coup, ça mérite une petite nomination. Enfin, par la suite, nous avons également Ugly Stepsister de John Eric Cada. Encore une fois, nous vous parlons de ce film très intrigant, mais la musique participe au malaise que peut dégager l'ensemble du récit, en accompagnant non seulement les scènes les plus malaisantes, gênantes, effrayantes, mais également les scènes les plus glauques et dégueulasses, notamment dans sa fin. La musique de The Ugly Stepsister est de loin l'un des aspects les plus remarquables du film. Et en parlant de musique remarquable, évidemment, nous avions deux scènes musicales mentionnées pour le film, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Sinners, avec une musique composée par Ludwig Göransson, évidemment, qui était déjà à l'œuvre sur le Black Panther de Coogler, sur les Black Panther de Coogler, l'un des compositeurs les plus talentueux de sa génération, oui. qui avait même remporté un Oscar il y a de cela 2 ou 3 ans pour Oppenheimer. Et qu'il avait aussi remporté pour Black Panther. Exactement. Et le dernier, du coup Et le dernier, qui est donc le Frankenstein de Guillermo del Toro, encore une fois, avec la musique de Alexandre Desplat. Alors Alexandre Desplat, compositeur... Qu'est-ce que nous pourrions ne pas dire sur ce compositeur ô combien talentueux, qui personnellement, si je peux démarrer sur ça, a peut-être composé l'une de mes musiques de films préférées, avec la musique de Imitation Game de Morten Tyldum, qui est pas du tout un excellent film, très loin de là, mais qui arrive à convoquer une certaine tristesse, une vraie mélancolie, que j'ai toujours trouvé particulièrement touchante. Également, Alexandre Desplat, c'est quelqu'un qui a, à tout hasard, composé la musique de Harry Potter, un peu notamment de Harry Potter partie 2, mais qui a aussi, et surtout... Cette partie 2, pardon. Mais qui a également aussi et surtout à composer la musique de La Forme de l'eau. Il était donc tout à fait naturel de le retrouver sur le Frankenstein de Guillermo del Toro, et qui compose, sinon une de ses partitions les plus belles, en tout cas une de ses partitions les plus magnifiquement classiques. Et quel est donc le film qui a remporté notre trophée ? Le film qui remporte le trophée pour la meilleure composition, c'est Sinners avec Ludwig Göransson. Évidemment. On avait I Like to You, Return to Dublin, on ne pouvait pas faire autrement. Tout était donné sur ce personnage, sur ce compositeur de talent. Oui. Et on passe très vite à quel est notre méchant préféré de cette année. Il nous reste quelques catégories. Notre méchant préféré, c'est basé non seulement sur sa capacité à imposer, à effrayer, à marquer les spectateurs, mais également sur son look, sur ses actions, sur la façon dont il est écrit, caractérisé. Sur l'iconographie en général. Voilà, et nous démarrons très vite avec Dangerous Animals, puisqu'il s'agit de Bruce Tucker, le personnage joué par Jai Courtney, encore une fois. Qui aurait pu croire que Captain Boomerang de Suicide Squad de David Ayer interpréterait un psychopathe en slip qui donne des victimes à manger à des requins avant de les regarder en cassette, et qui aurait pu croire que ce rôle serait aussi percutant et efficace ? Personne, c'est donc pour ça qu'il se retrouve ici.
Alors moi je continuerai en citant Renaud qui disait dans cette putain d'humanité, les assassins sont tous des frères, pas une femme pour rivaliser, à part peut-être Madame Thatcher. Et là du coup nous partirons sur à part peut-être Tante Gladys de Weapons évidemment, donc interprétée par Amy Madigan, qui brille encore une fois comme je l'ai dit dans sa nomination pour actrice secondaire, mais par son exubérance comme par son look qui est absolument génial dans ce rôle-là. Ensuite, on enchaîne avec Jimmy de In a Violent Nature, qui est non content d'être non seulement Johnny, pardon, d'être l'un des meilleurs slashers de cette année, également est très fier de renouer avec ce qu'est le slasher à la base, avec la figure du tueur dans un slasher à la base, à savoir, non, je n'ai pas d'histoire, je n'ai pas de passé, je n'ai pas de motivation, j'ai juste un couteau, un masque, et c'est tout. Et il va donc renouer avec ce que non seulement il représente, mais également ce qu'il dégage, à savoir cette force inarrêtable, instoppable, qui va enchaîner des meurtres tous plus ignobles les uns que les autres auprès de jeunes personnages qui n'ont absolument rien demandé, et qui donc va se retrouver ici dans ce film qui va peut-être représenter la figure du slasher dans son appareil le plus pur depuis une bonne vingtaine, trentaine d'années, Johnny dans In a Violent Nature. Alors, le suivant, ça va être un personnage qui va beaucoup plus briller par son look que par sa caractérisation dans le film, mais c'est évidemment le personnage du Grabber, donc interprété par Ethan Hawke dans Black Phone 2 de Scott Derrickson. Déjà, il est toujours bon de citer Ethan Hawke. Évidemment. Tu l'as même cité quand on parlait d'Oscar Isaac. Je l'aime. Et qui globalement dans le film est surtout deux choses, c'est-à-dire un masque, mais quel masque, mais quel masque au pluriel. C'est ça, donc de là, et aussi une espèce de repompe de Freddy, mais notamment dans une scène. Oui, qui est ceux qui ont acheté le steelbook, c'est l'artwork interne, voilà. Mais voilà, le Grabber de Black Phone 2, évidemment, on est des fans de films d'horreur, on est des fans de slasher, on est des fans de tueurs au masque. Tout est donné là. Et enfin, Remick dans Sinners, voilà, ce fameux vampire irlandais qui arrive à canaliser toutes les forces vampiriques de la région autour de lui dans cette magnifique scène de danse irlandaise, mais qui non seulement arrive à faire ça, mais qui également arrive à créer une nouvelle icône vampirique dans un paysage ô combien désolé autour de ce monstre que nous aimons tellement. Il arrive à ramener une fraîcheur, il arrive à ramener une méchanceté, il arrive à ramener une hargne, une détermination qu'on ne pensait plus capable venir de cette créature aux dents longues. Remick de Sinners est dans notre sélection, et qui a gagné, Roman ? Celui ou celle qui a gagné, c'est Johnny dans In a Violent Nature de Chris Nash. Évidemment, cette figure du slasher que nous sommes ravis de retrouver dans son appareil le plus beau, le plus pur, le plus épuré, le plus simple finalement, mais qui renoue avec notre amour du slasher finalement très primaire, voire primitif, à savoir un masque, des couteaux, des victimes, et on s'arrête là. C'est pas pour rien que notre premier épisode traînait sur le slasher. Hein. Peut-être un jour un slasher 2, peut-être. Peut-être bientôt. Et dernièrement, évidemment, en format court, il y a eu 22 slashers disséminés par votre serviteur le plus fidèle, bref. Nous vous invitons à aller voir ça. On passe au meilleur poster. Alors, poster, à noter que nous avons fait quelques sélections afin de faire entrer nos modèles les plus beaux, les plus séduisants, les plus agréables pour l'œil. Nous commençons avec Conjuring 4. Ça peut paraître surprenant, étant donné qu'il s'agit d'un des pires films de l'année, et nous sommes d'accord, mais Conjuring 4 nous a d'abord séduit, non pas par sa toute première affiche que nous avons vue, à savoir l'affiche magnifique, entièrement en rouge et noir, avec les deux visages des Warren qui formaient le visage du diable, mais par sa deuxième, qui est l'une des premières affiches françaises également que nous avons eues, si je ne me trompe pas, avec ce couple Warren dans un miroir, dont le miroir est brisé et qui révèle à travers l'un des yeux de Lorraine Warren, un démon que nous avions déjà distingué dans le tout premier film. L'affiche est magnifique, l'affiche est bien composée, l'affiche renvoie directement à l'héritage, quelque part, de cette saga, si tant est qu'elle en est un. Bref, l'affiche est absolument magnifique, et cette affiche de Conjuring 4 est nommée dans les plus belles affiches de l'année. Ensuite, l'affiche suivante, c'est celle de Dangerous Animals. Alors, le concept est tout con, c'est-à-dire le sillage d'un bateau dans lequel se dessine un aileron de requin, mais qui dévoile aussi toute la symbolique du film, c'est-à-dire au-delà d'être un film de requin, c'est un film où l'horreur vient d'abord de l'humain sur le bateau, puis ensuite des requins. Voilà. Il y a également l'affiche de Sinners, alors pareil, pas l'affiche française, puisque les affiches de Man with a Gun sont chiantes depuis au moins 20 ans. Alors ça a été l'affiche française, ça a été la première affiche avant qu'on ait l'affiche définitive. La toute première affiche française, à savoir celle avec les doubles visages de Michael B. Jordan, qui annonçait déjà non seulement la thématique du film, à savoir la thématique autour de la dualité humaine, culturelle, esthétique, mais aussi et surtout autour de l'incroyable double performance qu'allait livrer ce non moins incroyable acteur, qui a d'ailleurs été récompensé plus tôt au cours de cette
cet épisode. Bref, la première affiche française de Sinners, que ce soit par ses couleurs, sa composition, sa thématique ou ce qu'elle annonce, est évidemment nommée dans notre sélection. Ensuite, nous avons l'affiche de Présence donc de Steven Soderbergh. Affiche ô combien simpliste, mais qui montre juste une ombre dans un coin de mur, le tout capturé depuis l'arrière de la tête de l'héroïne. C'est très simple, mais ça transcrit évidemment l'ambiance du film qui est très fantomatique encore une fois, très incertaine sur ce qui se passe, sur comment ça se passe. Et Presque flottante dans ce qu'elle va dégager par sa mise en Exactement. scène. Et enfin, nous avons décidé de sélectionner l'affiche de H, film dont nous avons parlé il y a de cela quelques catégories, film de Flying Lotus. L'affiche, en l'occurrence, est entièrement rose avec les quelques équipages au premier plan. La particularité de cette affiche est la façon dont elle va inviter à l'inconnu, inviter au voyage, inviter à l'exploration, inviter à la découverte. Dommage que le film ne suive pas forcément, mais la qualité esthétique de cette affiche n'en est pas moins méritante. Et Roman, quel film a gagné? Quelle affiche a gagné? quelle affiche est gagnée? C'est l'affiche de Conjuring, l'heure du jugement. Donc, cette fameuse affiche miroir. Choix surprenant, mais pas déméritant par rapport à la qualité de l'affiche. Nous ne parlons évidemment absolument pas du film. Nous reparlerons du film plus tard. Plus tard. Parlons donc des premiers films. Quel est le meilleur premier film de cette année? Cette fois-ci, ça va aller vite, puisque les nommés sont donc Ugly Stepsister de Emily Blichfeld, In a Violent Nature de Chris Nash, qui était donc ce slasher naturel dont nous avons beaucoup parlé, Together de Michael Shanks, Compagnon de Drew Hancock, et également Your Monster, cette fois-ci réalisé par Caroline Liddy. Roman, quel film a remporté notre trophée du meilleur premier film cette année? Le meilleur premier film est attribué à The Ugly Stepsister de Emily Blichfeld. Bravo à elle, évidemment, film ô combien marquant, horrifiquement parlant, de cette année 2025. Film que nous vous conseillons encore une fois, 1001 fois. Bref, on commence à arriver dans les dernières catégories, les plus importantes, les plus fortes, les plus belles peut-être, et en parlant de beauté justement, nous allons parler de la meilleure photo. On démarre avec ce qui est peut-être mon petit préféré, à savoir Hérésie de Luc Descoq. Alors, Avec la photographie par le Enfin, Lecoq. photographie réalisée par Luc Descoq. Alors, qui n'est peut-être pas le film le plus marquant de cette année, qui a beaucoup de défauts, mais qui esthétiquement propose l'une des choses les plus incroyablement belles que j'ai pu voir au cours de cette année passée, notamment autour de ce qui peut se faire encore aujourd'hui en folk horror. J'aime beaucoup la folk horror, c'est un des genres que je regarde le plus, et c'est un genre qui me déçoit le plus en toute honnêteté. Il y a plusieurs propositions que j'aime bien, évidemment il y a eu Midsommar dernièrement, mais j'ai toujours eu tendance à préférer les films peut-être plus inspirés, plus originaux, plus différents que Midsommar, qui s'inspire malgré tout beaucoup de Wicker Man. Je pense par exemple à The Fist, qui était sorti il y a quelques années, Le Festin en français. Et ici, il s'agit peut-être sûrement d'une des propositions de folk horror les plus réussies, les plus marquantes, les plus originales de ces dernières années. Bref, Hérésie est dans notre classement et dans notre sélection pour la plus belle photo de l'année. Nous n'allons pas être très originaux sur le prochain, c'était déjà le choix des Oscars, mais Autumn de Durand Arcapa ou pour Sinners de Ryan Coogler, évidemment la photographie est à saluer sur plein d'aspects, notamment sa gestion du soleil, de la lumière, des huis clos, bref, énormément de choses, des flammes aussi. La façon dont il va créer par l'image, par l'esthétique et par les inconvénients esthétiques, non seulement une identité visuelle propre, mais également sa propre narration. Ensuite, nous avons également voulu nommer Dan Lostsen pour Frankenstein. Alors Dan Lostsen, le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis que c'est le chef opérateur de John Wick 2, 3 et 4, peut-être que ça vous parlera plus à ce moment-là. Il est également chef opérateur attitré de Del Toro depuis Crimson Peak, donc c'est donc lui derrière, c'est donc lui derrière La Forme de l'eau, derrière Nightmare Alley, ou derrière récemment son Frankenstein évidemment. Et c'est lui sur Pinocchio ? Non, pas sur Pinocchio effectivement, mais de façon très personnelle, c'est également celui qui a fait la photo de Silent Hill, le film de Christophe Gans. Nous avons donc décidé de nommer Dan Lostsen pour Frankenstein, qui a réussi à nous séduire par sa capacité à proposer une dimension esthétique absolument bouleversante dans ce film qui, quelque part, est à rapprocher du travail de Darius Khondji sur le dernier film de Iñárritu, qui n'était pas révolutionnaire sur de multiples aspects, mais qui arrivait à pousser une esthétique définie tellement loin qu'il était donc tout naturel de la saluer. Juste après, nous avons donc Anthony Dodd Mantle, nommé pour son travail sur 28 ans plus tard de Danny Boyle,
Alors, la photographie du film retranscrit, je trouve très bien, l'ambiance qui est assez glaciale, mine de rien, sur le film, et en même temps assez bucolique, j'allais dire rural, mais dans ce monde-là, tout est rural. Mais tout en ayant une identité presque de clip. Dans certains aspects, on peut penser à la rencontre avec l'alpha ou à la scène de fuite dont nous parlions plus tôt, qui renvoie en plus à l'héritage, directement à l'origine artistique de Danny Boyle. Et enfin, nous avons Pierce Derks pour In a Violent Nature. Film indépendant, le chef opérateur, n'a pas fait grand chose, mais nous tenions à saluer ce slasher très intrigant, très original, qui va lorgner non seulement, comme je l'ai dit déjà, du côté de Vendredi 13 ou de slasher classiques comme Carnage, dont nous avions déjà parlé il y a moult des épisodes de ça, mais également du côté de Terrence Malick, et qui le fait sans démériter, et réussir à refaire du Terrence Malick sans avoir l'air ridicule, ce n'est pas donné à tout le monde, il était donc tout à fait normal de le nommer. Qui a gagné, Roman ? Et qui a gagné la meilleure photographie? C'est Autumn Durald Arcapone. Bravo à elle pour son travail sur Sinners. Sur Sinners, évidemment. Et nous abordons donc l'avant-dernière catégorie avant les 2 trophées finaux qui nous attendent, qui est donc la catégorie du meilleur scénario. Le premier nommé dans cette catégorie va donc être Ugly Stepsisters, encore une fois, écrit par Emily Blichfeld, la réinterprétation crade, gore, mesquine, baroque de Cendrillon, qui nous a particulièrement plu cette année. Ensuite, nous avons Ryan Coogler sur Sinners, encore une fois, cette histoire de vampire sous l'ère post-sécession, mais toujours pré-mouvement des droits civiques. Donc, une époque très particulière, on est dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis, c'est très particulier, et surtout, encore une fois, cette histoire de vampire, de métaphores sur l'art, bref, énormément de choses. Il y a moult d'analyses sur Sinners, on va pas révolutionner quoi que ce soit ici. Nous avons également Weapons de Zach Cregger. Zach Cregger, donc, qui encore une fois, s'était fait connaître tout particulièrement avec son long métrage Barbare, long métrage surprenant, étonnant, percutant, intriguant, et qui avait réussi à susciter en nous une certaine curiosité horrifique, curiosité assouvie avec Weapons, qui arrive par sa structure en de multiples histoires, de multiples axes qui se croisent, se décroisent, se rencontrent et se percutent, qui arrive à créer cette histoire horrifique très particulière, mais qui est ô combien intrigante, et qui arrive à surtout créer de l'horreur. En 2026, il était donc tout naturel que Zach Cregger, pour son scénario de Weapons, soit nommé dans notre catégorie des meilleurs scénarios. Ensuite, nous avons Substitution Bring Her Back, avec notamment, alors pas les frères Philippou au scénario, mais un des deux, donc Danny Philippou, avec Bill Hinzman. Alors au lieu d'être l'homonyme du zombie au début de La Nuit noire vivant de Romero, l'acteur s'appelle Bill Hinzman, on n'a pas d'image, on ne sait pas à quoi ressemble ce gars, mais toujours est-il qu'il est crédité au scénario de ce film-là, et aussi de La Main et du futur La Main 2. Donc, voilà. Un acolyte des 2 frangins. Exactement. Également, nous avons également tenu à saluer The Rule of Jenny Penn, donc de Ellie Kent et James Ashcroft, d'après une nouvelle de Owen Marshall, pour la façon dont le film va réussir à twister certaines figures horrifiques et va réussir à amener son récit bien loin des sphères attendues au premier abord d'une histoire pareille. Quel film a gagné notre trophée ? Notre trophée, notre Skull d'or, est attribué à Emily Blichfeld pour The Ugly Stepsister. Bravo à elle. Bravo à elle, évidemment, cette interprétation autour du mythe de Cendrillon ne pouvait que nous conquérir, tellement cette proposition est osée, forte et audacieuse, et surtout est importante en 2025 pour ce qui est fait pour ce qui est peut-être l'un des meilleurs films d'horreur de cette année. Est-ce que c'est le meilleur ou pas, nous verrons. Mais pour ce qui est peut-être l'un des films d'horreur indéniablement les plus marquants de l'année passée. Bref, on approche finalement des catégories finales, puisque nous sommes, ça y est, sur meilleure réalisation, meilleure mise en scène. Quels sont les nommés dans cette catégorie de meilleure mise en scène ? Les nommés dans la catégorie meilleure mise en scène sont, alors là on va pas élaborer parce que c'est que des films dont on a déjà parlé moult fois dans toute la sélection. Danny Boyle sur 28 ans plus tard, Ryan Coogler pour Sinners, Emily Blichfeld pour The Ugly Stepsister, les frères Danny et Michael, merci, Philippou pour Substitution Bringer Back, et enfin Chris Nash pour In a Violent Nature. Autant dire que les choix sont très différents. Nous avons un réalisateur résolument pop, la personne de Ryan Coogler, qui décide de transposer cette figure old school et vieillissante pour en faire un objet culturel fascinant, et notamment des objets culturels marquants de l'année 2025. On a une mise en scène de slasher
autorisante et en même temps extrêmement bis avec Chris Nash. Une approche résolument autorisante avec les frères Philippou. Une approche beaucoup plus détonnante, beaucoup plus mal aimable avec Emily Blichfeld. Et une approche qui ne quittera jamais ses élans pop et ses élans punk avec Danny Boyle. Le trophée est donc remis à Sinners de Ryan Coogler, qui remporte également ce trophée de la mise en scène. Que ce soit par son usage du plan séquence, sa façon de caractériser ses personnages, la façon qu'il va avoir de raconter son récit par l'image, de le raconter par l'image, mais également de transmettre les émotions, l'intention, sa narration, sa réflexion par l'image. Tous ces aspects-là en ont fait non seulement un film extrêmement impressionnant de narration, mais également un film qui est percutant par sa mise en scène, par la façon dont cette narration est transmise. Bref, Ryan Coogler remporte notre Skull d'or de la mise en scène 2026. Et on arrive, ça y est, au meilleur film. Mais avant, nous nous laissions évidemment, puisque c'est notre podcast, nous aimons peut-être parfois dunker sur certaines choses. On se rappellera d'un épisode de Body Horror il y a quelques années de cela, où j'avais parlé de Titan, mais il nous fallait exciser presque ces horreurs, ces ignominies qui se sont collées à nous durant cette année horrifique bien faible. Nous avons chacun choisi les 3 pires films de cette année, les films qui nous ont le plus dégoûtés, horrifiés, perturbés, rejetés, mais jamais des façons dont nous aurions aimé. Roman, quels sont les 3 films d'horreur qui t'ont le plus déçu cette année ? Alors, sachant que dans le lot, je précise aussi une règle que nous nous sommes imposée, on va pas taper sur les petits films. Voilà, oui, bien sûr, nous ne tapons pas sur des films indépendants, puisque ça ne vaudrait pas la peine, évidemment, et surtout parce qu'il est quand même beaucoup plus facile pour un film indépendant de se rater sans avoir de moyens ou autre, que pour un film de gros studio qui, au vu du budget, est au moins censé être capable de proposer des images à peu près agréables. Ce n'était pas donné à tout le monde cette année. C'est ça. En parlant de gros studios, on va commencer par Netflix, cette fois-ci, avec Fear Street Prom Queen, donc le préquel à la trilogie Fear Street. J'avais même pas capté que c'était un préquel. Dont on avait parlé dans l'épisode réalisatrice, on avait parlé du 2e film. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus ? C'est un slasher qui se lâche absolument pas. Cette caractéristique reviendra dans mon film d'après d'ailleurs, mais juste globalement c'est mou, il se passe rien, on s'emmerde, on en a rien à foutre des personnages, c'est très mal écrit, mal mis en scène, mal interprété, et tout simplement mal existant, tout simplement. C'est très clairement passer votre chemin, ça n'a rien à faire devant les yeux de qui que ce soit, ne matez pas Fear Street Prom Queen. De mon côté, je vais aller attaquer Conjuring 4, puisque Conjuring, sorti du premier qui était très agréable, sorti du deuxième qui était très sympathique, on entre tout de suite en terrain de cimetière indien, non content d'être devenu la nouvelle coqueluche de n'importe quel public qui se dit que sursauter 3 fois devant un film en fait un excellent film. Conjuring va devenir la nouvelle hantise de n'importe quel fan d'horreur qui sait que sursauter 3 fois devant un film n'en fait pas un bon film, en transformant n'importe quelle créature, n'importe quel motif en une espèce de gonzo sans intérêt, en alignant des jumpscares mal inspirés, des esthétiques mal digérées au service de produits bien souvent extrêmement indigestes. Par cette qualification, je veux bien évidemment parler de l'Annonne 1, de l'Annonne 2, de Annabelle 1, de Annabelle 3, voire de Annabelle 2 sur certaines scènes. Et cet acmé merdique, ça avait trouvé un premier sommet avec Conjuring 3 qui ajoutait à ce... Premier abysse. Non, un acmé, il était très fier, il avait un aplomb quand même tout à fait remarquable, et il arrivait à combiner non seulement l'indigence technique précédemment mentionnée, avec en plus une certaine odeur nauséabonde, une certaine odeur qui pouvait rappeler des productions Pureflix, chose qui était peut-être la fin inévitable pour cette franchise qui n'avait jamais assumé de confronter ses racines, parfois très douteuses moralement, mais, dans l'ombre se tapissait un auteur qui était peut-être avide de trophées, qui était peut-être avide de se dire que non, cette place du pire me revient à moi, ce n'est pas à Conjuring 3 de la voir, c'est à l'Anon 2. Et effectivement, Michael Chavez, qui avait précédemment réalisé La Dame Blanche, qui, non content de reposer sur seulement un jumpscare réussi, jumpscare précédemment spoilé par la bande-annonce, était en plus un produit parfaitement fade et qui arrivait à non seulement rater une légende
ô combien évidente à transposer à l'écran, mais qui en plus en faisait quelque chose d'absolument catastrophique en transposant cette légende si belle, si puissante, si mélancolique en énième produit à jumpscare sans intérêt. Michael Chavez revient avec la Non 2, récupérer le trophée et vient enfoncer le clou afin d'être sûr d'avoir toutes les places du podium. Et clou qu'il avait lui-même enfoncé d'ailleurs, voilà. C'est lui Conjuring 3. Mais voilà, afin d'être sûr d'avoir toutes les places du podium avec Conjuring 4, prouvant ainsi que la saga Conjuring, sortie d'un auteur intéressant qui arrive à transformer des figures horrifiques connues et galvaudées en moments horrifiques intéressants et efficaces. Ce n'est plus rien qu'un espèce de ramassis de figures catopantes sans intérêt qui transforme des vieux poupées en vieilles ombres qui circulent sur les murs, des vieilles nonnes en vieilles tout court, et des jumpscares en simples bruits de violon qui ne sont là que pour faire sursauter vaguement le penaud qui n'aura jamais vu plus de 4 films d'horreur dans sa vie. Conjuring 4, sorti d'une très belle affiche, d'une très belle communication et du charisme de ses acteurs principaux, c'est une énorme merde qui n'a absolument aucun intérêt si ce n'est celui de compléter une mythologie qui n'avait jamais besoin de l'être. Comment passer après ça? Ah bah, et j'ai ça sur le 3. c'est de l'improvisation, hein. Je tiens à dire, c'est quasiment de l'improvisation. Non bah écoute, je vais aller à l'antipode de ce que tu dis, enfin en termes de durée, j'entends. Les Intrus, chapitre 2, Strangers, chapter 2 de Renny Harlin. Alors la suite du déjà très mauvais Les Intrus, chapitre 1. On resuit du coup les aventures de Madeleine Petch. Alors j'ai oublié de son personnage, vous pardonnerez, de toute façon vous l'avez oublié aussi, même si vous avez vu et adoré le film. Pour ceux qui l'auront adoré, je sais que ça existe. Il paraît. Il paraît. Mais donc, Les Intrus chapitre 2, pour faire très simple, c'est un slasher où il y a 3 tueurs qui traquent une meuf, et où le moment où elle est le plus mise à balle, c'est quand un sanglier l'attaque. Je vais m'arrêter là. Le trophée d'après va être celui d'une déception beaucoup plus amère, puisque c'est Wolfman de Lee Whannell. Alors, Lee Whannell, on le connaît, il a fait d'autres films, mais on le connaît surtout pour Upgrade et pour Invisible Man. Upgrade, qui était cette variation autour du cyborg, avec plusieurs scènes d'action très convaincantes, et Invisible Man, qui était un des films d'horreur les plus originaux, sorti pendant le Covid. Upgrade, c'est Venom en bien. Exactement. Et je crois qu'il est sorti juste avant le Covid, Invisible Man. Et Wolfman, on aurait aimé l'adorer. On aurait même adoré l'adorer, puisque film de loup-garou, créature qui est de loin la plus absente du cinéma moderne, réalisé par Lee Whannell, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, le film ne fait rien et ne dit rien. Malheureusement, la mise en scène est aux abonnés absents, sortie de quelques effets de zoom un peu cheap, sortie de quelques effets de montage souvent cheap, et le récit ne raconte pas grand-chose, on n'a même pas gâté d'une vraie transformation loup-garou, puisque le loup-garou est particulièrement moche et décevant. Bref, Wolfman est de très très loin ma plus grosse déception de l'année. Je voulais aimer ce film, je voulais même le défendre envers et contre tous, mais malheureusement, force est d'admettre que ce n'est pas demain que les loups-garous de Van Helsing se verront reprendre leur trophée de plus beau loup-garou moderne. Bref. Je vais terminer mon petit trio de tête, ou plutôt trio de pieds, du coup, avec The Ritual, l'exorcisme d'Emma Schmidt. Alors, j'ai oublié le nom du réalisateur, vous me pardonnerez, tout le monde s'en fout de toute façon. Film d'exorcisme donc qui se veut être basé sur l'histoire vraie qui a inspiré l'exorciste. Il s'agit de David Middle, le réalisateur. Voilà, Mid, comme son nom l'indique. Non, c'est même pas Mid, c'est absolument affreux. Globalement, si vous voulez un film d'exorciste filmé comme The Office, et ben vous l'avez. Et quand je dis filmé comme The Office, c'est pas que quelques passages, c'est tout, c'est-à-dire que les scènes d'exorcisme sont filmées comme les scènes de dialogue. Ça n'a aucun sens dans la mise en scène, la narration est aux abonnés absents, et surtout Al Pacino, mais qu'est-ce que tu es allé te perdre là-dedans? Je sais que les factures sont dures à payer, mais entre ça et tapiné chez Adam Sandler, sérieusement, qu'est-ce que t'es allé faire? Ah, les fins de carrière ne sont pas toujours faciles, demandez à Kevin Sorbo ou à Bruce Willis. Et enfin, nous allons parler de mon pire film de l'année, qui est véritablement le film que j'ai le plus détesté, que j'ai trouvé le plus détestable, médiocre, catastrophique, honteux, dégueulasse, ajoutez les termes que vous voulez, mais il s'agit sans hésiter de Anaconda de Tom Gormican. Alors, Tom Gormican, ce nom ne vous dit heureusement peut-être pas grand-chose, il s'agit du salopard qui était déjà derrière un talent enormissif, et malgré mon amour et ma déférence envers Nicolas Cage, même malgré ses films pas toujours les plus défendables, un talent enormissif se voulait être l'hommage ultime à la carrière de cet acteur culte, mais n'était en fait qu'une vidéo YouTube sans grand intérêt fait par quelqu'un qui ne connaît Nicolas Cage qu'à travers ses mèmes, et qui finalement l'insultait plus qu'il ne lui rendait vraiment hommage.
Et voilà, Tom Gormican s'attaque donc au phénomène Anaconda. Alors, à noter, je ne suis pas un grand fan d'Anaconda, que ce soit le 1, le 2, le 3 ou le 4. Le Et... cas, c'est le crossover avec Placid. Ouais, je n'ai jamais été fan de cette franchise. Et Tom Gormican prouve encore une fois que c'est un immense tâcheron qui n'a honte d'absolument rien et qui ne fait que proposer de la soupe à peine réchauffée à un public qui n'en demande même pas plus. Puisque Anaconda ne fait qu'aligner les conneries, les évidences et les dégueulasseries. Anaconda, ce n'est pas seulement un film, pour me citer moi-même. J'étais assez fier de ce que j'avais écrit en sortant du film, donc vous me permettrez de me citer sur ces instants. Anaconda n'est pas seulement un film, c'est l'excroissance monstrueuse d'un système malade, c'est un produit dégueulasse dont l'autosuffisance et le je m'en foutisme achèvent de transformer le résultat en purée immonde, se gargarisant de lui-même sur 1h40. 45 putains de millions de dollars dépensés pour former un crachat soufflé, même sans grand entrain, au visage du spectateur, c'est la honte. Heureusement qu'il y a Daniela Melchior dans certaines scènes du film pour rattraper cet immense marasme sans intérêt. Je tiens toutefois à vous rappeler que 45 millions de dollars ont été mis dans cette merde quand certains films comme, je vais citer les mêmes encore une fois, Javan ou Patan coûtent moins de 10 millions de dollars en équivalent. Bref, maintenant que c'est dit, maintenant que nous avons exorcisé toute notre haine, nous allons pouvoir annoncer notre film préféré de l'année. Les nommés sont, vous pouvez vous y attendre sans grande surprise, les nommés sont donc Destination Finale 6, comme étant le slasher surprenant de l'année qui arrive à ramener une saga, une franchise perdue depuis bien plus de 10 ans au premier plan et qui arrive en plus à le faire sans honte et sans baisser la tête. Frankenstein de Guillermo del Toro, non content de réadapter l'un des phénomènes de littérature les plus classiques que l'histoire ait pu connaître, il le fait avec en plus une patte et une personnalité propre. In a Violent Nature, le slasher inspiré de Terrence Malick qui arrive à réinventer, réincarner la figure du slasher, c'était quand même pas donné à tout le monde. Bringer Back des frères Philippou, les deux trublions continuent leur parcours dans l'horreur moderne. Parcours combien étonnant et perturbant, puisque La Main était né d'un phénomène de buzz tout à fait inattendu, et Substitution continue ce phénomène non sans le démériter. Alors, La Main, t'avais aussi à 24 à l'international qui avait poussé qui avait poussé évidemment comme à leur habitude. 28 ans plus tard, de Danny Boyle qui arrive à continuer cette franchise perdue depuis bien plus de 10 ans, en adaptant en plus un film, enfin un projet d'histoire qui s'était perdu lui depuis au moins 10 ans, voire 15 ans, en le ramenant de façon moderne, sans être postmoderne, de façon actuelle, sans être cynique. C'est rare, c'est voire rarissime. 28 ans plus tard, c'est un excellent film que nous tenons à saluer. Ugly Stepsister de Emily Blichfeld, Cendrillon 2026, horreur, dégueulasse, baroque, évidemment que ça allait se retrouver. Et évidemment le multi-nommé par chez nous, le multi-primé également par chez nous et le multi-récompensé par ailleurs, Sinners de Ryan Coogler est parmi nous. Roman, je te laisse évidemment l'honneur d'annoncer quelle est notre Skull d'Or, notre trophée final, notre film préféré de cette foutue année 2025. Notre Skull d'Or 2026 du meilleur film de 2025, horrifique, les mots sont pas dans le bon ordre, est attribué à Sinners de Ryan Coogler. Voilà, Sinners qui remporte le trophée, qui remporte le grand Skull d'Or, puisque c'est le film le plus surprenant, le plus détonnant, le plus plaisant, qui arrive à amener de la violence, du cul, une exigence technique, beaucoup de surprises, surtout dans ce putain de cinéma de vampires qui se perd à Hollywood depuis je ne sais combien d'années, qui en plus produit par la Warner, qui depuis quelques années speedrun le titre de pire studio de production de tous les temps, peut-être de tous les temps. Eurociné se bat pour la deuxième place à partir de maintenant, qui en plus est réalisé par... Eurociné n'a pas produit The Flash. Voilà, mais qui en plus est réalisé par Ryan Coogler, qui avait quand même réalisé Black Panther 1 et 2, sortir indemne de l'écurie Marvel, c'est pas donné à tout le monde, et qui non seulement en sort indemne, mais en sort en réalisant l'un des meilleurs films de l'année dernière. Bref, Sinners, bravo. Bravo. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode, on espère que ça vous a plu, on espère que vous nous transmettrez évidemment quel est votre film préféré, quelles sont vos sélections peut-être, est-ce que nous avons oublié des choses, à vous de nous les transmettre évidemment. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux, d'autant plus maintenant que nous sommes autrement plus productifs en ce qui concerne les formats courts et les formats différents. Et à très vite, puisque d'ici quelques semaines, a priori, vous aurez déjà notre prochain épisode sur une créature dont nous avons parlé dans cet épisode, à vous de voir laquelle. Bref, à la prochaine. À la prochaine, merci beaucoup tout le monde.